ans, finalement, il est déjà en train de pleinement réaliser tous ses rêves. Je vais continuer d'aller dans ma puissance et dans ma force et dans ma créativité. Et donc j'avais cette peur à cette époque. Enfin, j'aimerais me dire, t'inquiète, ça va passer. Et ça va d'ailleurs te permettre d'aller chercher des solutions, donc finalement de te faire évoluer. Donc le fait de devenir mature, c'est le fait de réussir à savoir par quel chemin tu as envie de passer, quel chemin tu as envie de construire. C'est quoi la réalité que tu veux, par laquelle tu veux voir le monde tous les jours. Salut à toutes et à tous, je suis Nathan Frécon et je vous souhaite la bienvenue sur Itinéraire. Itinéraire, c'est le podcast qui donne la parole à la vie. Si vous ne connaissez pas encore Itinéraire, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller écouter le tout premier épisode d'Itinéraire. C'est un épisode d'introduction où j'explique ma démarche, j'explique ce que je compte faire avec Itinéraire et puis je me présente également. Donc avec cet épisode, vous comprendrez un peu plus le délire global. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode du format Discus Amis. Le format Discus Amis, c'est avec mes amis et c'est un seul des 3 formats que je porte avec Itinéraire. Cette semaine, sur Discus Amis, on a échangé avec Clara. Clara, c'est un peu ma sœur dans l'amitié, c'est comme ça que je l'appelle. Avec Clara, on est revenu sur son parcours de vie en reprenant depuis ses 15 ans, avec ses années d'études à l'étranger pendant son lycée, ses innombrables voyages et surtout son voyage en Inde. On a discuté de son rapport au corps physique, au mouvement, à travers le yoga, et puis on a discuté de spiritualité. Bref, on a discuté de plein de choses et il y a plein de trucs, je crois, à prendre de ces discussions pour s'en inspirer. Justement, s'il y a des choses qui t'ont parlé, s'il y a des choses qui font sens pour toi, je t'invite à les partager en commentaire, que ce soit ici sur les plateformes de diffusion ou bien sur les réseaux sociaux. Je t'invite à aller en commentaire pour écrire la chose, les 2 choses, les 3 choses qui t'ont le plus marqué, qui ont fait le plus sens. Puisque avec Itinéraire, je veut donner de la parole, du propos d'inspiration, du propos de réflexion qui nous permettent de réfléchir à comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on occupe, comment est-ce qu'on habite nos vies. De la même manière, je t'invite et je te mets au défi de partager l'épisode s'il a fait sens pour toi à la fin à 5 personnes qui ne connaissent pas encore le podcast. Ça permettra au podcast de grandir, d'être diffusé, d'être écouté et surtout, ça permettra au propos du podcast d'être entendu et c'est bien ça le principal. Sur ce, je te souhaite une bonne écoute. Coucou Clara. Salut Nathan. On est à Laval-en-Beldon, chez toi, Exactement. tout près des montagnes. Si je tourne la tête par la fenêtre, je vois les hauts sommets qui sont embrumés, c'est magnifique. C'est le massif de Beldon. Il y a la Chartreuse et il y a le Vercors juste à côté. On s'est rencontrés quand, Clara? On s'est rencontrés en septembre 2020, quand moi j'ai démarré mon master à Lyon. Et toi, tu commençais aussi tes études. Ouais, moi je commençais ma licence 2 à Lyon, dans la même université d'ailleurs. On était à Lyon 3. Est-ce que tu te souviens de ces premiers moments de rencontre? Du tout démarrage, Ouais, du tout démarrage ou du début quoi. je me souviens des premiers moments dans la coloc. Donc il faut savoir qu'on était 7 quand même. Donc il y avait beaucoup de monde d'un coup à découvrir. Et je me souviens, oui, on habitait dans le 8e à Lyon. Yes. Ce petit appartement full Ikea. Ouais. Où on a commencé nos premiers échanges et nos premiers repas. Et ça a été très intense dès le départ, entre tout le monde. Et nous, notre amitié, elle a finalement démarré assez rapidement. Ouais, et puis elle s'est vraiment perdurée, dans le temps. Moi, tu vois, sur le début, j'ai vraiment 2 souvenirs comme ça qui me viennent. Le premier, c'est avant même qu'on se rencontre physiquement, là-bas à la coloc. C'était le message que tu avais envoyé, moi, quand j'étais arrivé, à mon avis. Et tu disais, j'arrive à telle date, c'était une semaine plus tard. Et tu étais en vendange, je crois, Ok. en Bourgogne ou dans le J'étais, Beaujolais. il me semble que là, j'étais en Champagne. C'est l'année d'après où je suis allée en Bourgogne. Ok, donc je me souviens vraiment de ce premier message, premier souvenir. Et ensuite, je pense que le souvenir que j'ai derrière, c'est la première fois où tu m'as fait une séance de Reiki.
dans ta chambre, donc à côté du salon, où on avait fait comme ça pendant quelques jours. Tu m'avais fait pendant quelques jours des séances de Reiki d'affilée. Et je pense que c'est mes premiers réels souvenirs. Oui, moi je me souviens aussi de la fois où j'avais loupé le train. Et que j'étais arrivée le matin, j'ai ouvert, j'avais mon train qui était parti depuis 2 heures et j'ai vu Nathan et j'ai dit dis-moi que c'est un cauchemar s'il te plaît et que je rêve et que je suis dans le train. Ouais, je me souviens très bien. C'était moi qui avais ouvert la porte parce que moi, on avait discuté juste à très tard le soir. Tu avais un train du style à 7h. Ouais. Donc, tu étais censé être parti quand je me levais à 7h, on va dire. Et enfin, je me rappelle vraiment les 3 étapes. J'étais sorti de ma chambre, j'étais allé à la salle de bain et j'avais vu ta brosse à dents. J'étais, ah, elle a dû oublier sa brosse à dents. En fait, t'as vu mon sac. On peut oublier sa brosse à dents, oui. Ensuite, j'étais allé dans le salon, il y avait ton sac. J'étais, ah, elle a oublié son sac, c'est bizarre quand même. Et là, j'avais ouvert ta porte. Elle a Et oublié j'étais, son corps. ah, bah là, elle s'est oubliée en fait. Et je me souviens qu'après coup, tu m'avais dit, enfin, tu m'as eu dit à un moment après, qu'à ce moment-là, tu avais eu une vision d'horreur en me voyant. Et j'étais en mode, ouais, c'est sympa, ça dit donc de me dire que c'est une vision d'horreur. Bah oui, mais c'était pas toi. C'est ce que j'incarne, comme on vient de dire. Ah là là. Et donc, bon, on a eu une vie commune à Lyon pendant cette année-là. Et puis ensuite, on a eu. Enfin, j'ai l'impression qu'on a eu plein de vies communes, enfin, vie commune dans le sens de vie partagée dans l'amitié. Ensuite, Euh, moi, je suis venu à Vannes, donc de là où tu es originaire, Mhm. parce que j'ai fait un stage avec ton père. Ouais. Ça a été 2 mois où j'ai passé beaucoup de temps dans ta famille. Ouais, tu venais régulièrement à la maison une fois par semaine parce que Nathan est cuisinier d'origine, de base, dans ses racines. Et en fait, tu venais nous faire un repas gastro une fois par semaine à la maison pour le plus grand bonheur de mes parents. Et c'était super chouette parce que quand tu venais, ben, on mangeait à 2-3 heures du matin. Non, on mangeait vers 9h30, 10h, là où d'habitude on mange vers 8h. Du coup, mais bon, c'était gastro, c'était incroyable. Moi, je me rappelle de la tourte aux champignons que je te demande tout le temps de nous refaire. Où tu faisais ton petit ta Ma cheminée cheminée au centre au pour sortir milieu. la vapeur à la cuisson. Et c'était des moments trop cool où on se mettait de la musique et on avait des super conversations. Ouais. Et tu prenais tellement du plaisir à faire tout Ouais, à avec tellement manger bon. d'attention. Tu vois, sur la tourte, du visage, du regard de ton père quand il a pris sa première bouchée. Il était en mode, mais c'est beaucoup trop bon. Et je pense que la question d'après, c'était mais comment est-ce que tu as fait ça? Et je pense que, enfin, je me dis, on a pu avoir un échange de regards à ce moment-là. Et je pense que tu sais ce que je vais dire, c'est, bah, il n'y a pas de recette en fait. Et un peu pour tout, ton père ou ta mère pouvaient me demander, bah, c'est quoi la recette pour faire ça? Et j'étais, mais la recette, elle est dans ma tête. Mm. Et comme pour toutes mes recettes, il n'y a pas de recette. Enfin, c'est quelque chose qui me reste, hein. Les gens Ça, me demandent et Ça, c'est un truc vraiment aussi qui nous a reliés dès le départ, en fait, dans notre amitié, c'est la cuisine. C'est le fait d'être tout le temps à se partager plein de recettes et de prendre des moments ensemble pour faire des bonnes choses végétariennes, avec des bons produits et d'inventer, en fait. On était tout le temps dans l'invention. Je me rappelle de ces steaks ah oui, de lentilles que tu fais maintenant. ouais. On avait découvert l'époque, même l'anniversaire de CJ, où tu te rappelles les burgers qu'on avait fait, j'avais carrément Oui. fait le pain. Toi, tu avais fait, Oui, je me rappelle. t'avais fait un confit d'oignon que tu avais fait toute l'après-midi, tu avais fait des tomates séchées au four et tout. J'avais fait ça. Ouais. Je me souviens pas tout. Tu Après, vois, moi, les- j'avais été chercher des cailloux dans le jardin pour écrire 33 ans sur la table. Je pense qu'il y avait ce truc sur la cuisine, comme tu viens de dire, et puis un peu ce truc sur la. Enfin, ouais, autant en toi qu'en moi, sur la spontanéité, enfin, sur le sans recette, donc pas forcément en cuisine, mais bon, c'est déjà à 33 ans. Et comment est-ce qu'on fait pour célébrer un peu le moment? Et ben, on va chercher des cailloux, et il y avait un truc quoi, sur cette spontanéité, et aussi enfin, vraiment sur la célébration, je me dis. Je pense Ouais. que c'est assez lié, mais de donner l'importance à tous les moments, et de. Même une fois, tu sais, on était partis, je sais plus, c'était pendant le confinement, et en fait, du coup, on faisait plus grand chose, mais c'était le printemps, donc il commençait à faire beau, il y avait tout le monde à la coloc, c'était un jour férié, je crois. Et du coup, on s'est tous motivés pour faire un énorme pique-nique et aller au parc de Paris. Ouais. Et t'avais fait des sandwichs incroyables. Et on s'était posé avec tout le monde. Ah oui, j'avais fait des sandwichs cette fois-là. Gaël, il y avait même Sandrine qui nous avait rejoint. Ouais, il y avait Farid. On avait fait plein de jeux, on avait joué au Molki.
Non, oui, au molki. Au badminton, et aussi tu au veux dire? badminton, oui. Ouais. Moi, j'ai une photo que je garde, je sais pas si tu la vois, elle est en noir et blanc, euh, où je suis allongé par terre et tu me marches dessus. Ah oui. Parce que je pense qu'on avait fait du yoga, etc. Mais ouais, il y a tellement de souvenirs comme ça. Moi, je me souviens d'une fois où on était sortis en vélo et on était allé dans le Vieux-Lyon. On avait fait tout le chemin en vélo ensemble. Je pense que j'avais le vélo d'Anne-Françoise, qui était une de nos colocs, qui était un petit vélo. Et on était allé là-bas et certainement qu'on avait fait le tour. Enfin, on était monté à Fourvière, on était redescendu, on avait acheté des livres dans une librairie. Ouais, j'ai plein de souvenirs comme ça qui Ah oui, c'est reviennent. vrai. Je me rappelle, le truc était dehors pour les bouquins. Ouais. Ah oui. Et donc après, moi, je suis venu à Vannes. Après Vannes, cette période en 2021, je suis parti en Suède. Toi, tu as fait ta deuxième année à Lyon. Mhm. Après mon année en Suède, moi, j'ai pris cette année sabbatique. Toi, ça a été ton année post-master. Et au final, on a continué de se voir comme ça. Là, ça fait plus d'1 an qu'on s'est pas vu. Ouais. Mais on a toujours maintenu Ouais. un lien grâce aux vocaux. Ouais, merci WhatsApp. On s'envoyait des longs vocaux de 5, 10, des fois 15 minutes. Donc on s'envoie des mini-podcasts. Ouais, c'est D'où ça, peut-être l'idée finalement d'en faire un vrai. je crois. Je me dis, on pourrait peut-être publier ces podcasts, ces vocaux. Ouais, je Ouais. dirais que beaucoup de positivité dans ce qu'on s'envoyait, beaucoup d'amour. Ouais, moi, je le ressens comme ça. Je pense que tous nos échanges, et j'aurais tendance à dire, enfin, même quand ils n'existent pas, dans un sens où il y a enfin, moi, je le conçois comme ça, il y a de l'échange entre nous, même quand on n'échange pas réellement un message ou un vocaux ou qu'on s'appelle. Donc, un échange par l'esprit, par l'amitié ressentie. C'est toujours quelque chose qui m'a soutenu et qui me soutient encore aujourd'hui. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas à chaque fois qu'on s'échange quelque chose, du coup, à proprement parler, mais on va facilement se dire enfin, merci d'être là, merci d'exister. Et je crois que souvent, c'est l'inspiration qu'il y a derrière. Mm. En tout cas, dernièrement, je t'avais dit, enfin, tu m'avais envoyé un truc et enfin, c'était simplement, je te demandais comment tu allais et tu m'avais vraiment juste répondu, entre guillemets, juste ça va bien, le corps est chaud et plein de projets. Et moi, j'avais trouvé cette réponse qui est très simple, tellement inspirante. Et je pense que c'est quelque chose qui m'avait permis un peu de cristalliser l'instant et de ressaisir enfin, une utilité à l'instant, enfin, ouais, un sens au moment, de dire ah ouais, euh, enfin bien chaleureux projet et enfin, très inspirant, Et puis je trouve. plein d'images finalement. Donc c'est de recevoir que le cœur est chaud. Ouais, c'est plein Juste d'images. ça te Et donne un truc, même tu le reçois quoi. ouais, et je trouve qu'il y a l'image, si on parle d'image, de la porte ouverte derrière, de la porte ouverte enfin, un peu tous les possibles, de dire bah, enfin, c'est un espace, c'est un environnement où c'est juste moi, toi, derrière le cœur est chaud et plein de projets, fait tellement exister des choses. Je monte un Euh, peu le chauffage. Rien à voir. mais le chauffage. Si je te demande, étant donné que tout le podcast s'appelle itinéraire, ce que t'évoques itinéraire, le mot itinéraire, le nom itinéraire, qu'est-ce que tu me dis? Euh, le mot itinéraire, il y a 10 000 définitions, mais je vais peut-être pas parler pendant 3 heures. Essaye. Déjà, j'ai vraiment cette notion de mouvement. Cette notion de mouvement, on va dire, dans la matière. L'itinéraire, c'est un mouvement, c'est le corps qui avance, c'est l'idée d'avancer sur la planète Terre, donc il y a quelque chose de physique, mais c'est aussi d'avancer dans le temps. Et c'est aussi l'avancée du coup de l'esprit. L'itinéraire, c'est ok, alors il y a la notion de voyage, mais il peut y avoir, l'itinéraire, c'est une trame. Il y a un début et il y a une fin plus ou moins définie. Finalement, il peut y avoir des itinéraires dans des itinéraires. Mhm. Et la vie est un voyage, donc il peut y avoir les voyages qui se passent en mode je vais découvrir des lieux, découvrir des gens. Mais il y a aussi l'itinéraire, notre propre itinéraire personnel qu'on traverse tout au long de la vie. Donc itinéraire, c'est un peu...
cette notion de conscientiser que tout est un chemin. Tu vois, cette phrase très simple de dire le bonheur n'est pas un lieu où arriver, mais c'est le chemin pour y arriver. Donc l'itinéraire, c'est de conscientiser finalement les étapes par lesquelles on passe et les objectifs qu'on a en tête. Ça met beaucoup de choses, quoi. Oui, mais ça me parle énormément parce que tu as commencé avec le mot mouvement. Et c'est vraiment la manière avec laquelle moi j'ai répondu à cette question dans le premier épisode du podcast, où je dis, ça t'évoque quoi itinéraire? Et je dis, je vois la vie comme un espace où on est en mouvement, avec une explication derrière de tous les mouvements que je peux percevoir. Euh, j'ai parlé dans cet épisode-là de mouvement géographique qui est peut-être le plus simple à percevoir, rien que déjà que le fait qu'on puisse bouger d'un point A à un point B, qu'on puisse se mouvoir physiquement sur Terre, sortir de la pièce, descendre l'escalier, etc. Donc déjà cette notion d'itinéraire dans le mouvement physique, et puis après tous les itinéraires qui sont plus personnels et plus intangibles. Donc, les itinéraires émotionnels en moi, les itinéraires de vie, les itinéraires de mes projets, etc. Puis ça ramène vraiment à cette notion, je trouve qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien qui est défini. Enfin, tu vois, ça ramène... L'itinéraire, pour moi, ça me ramène au mouvement, et le mouvement me ramène à la notion de vie en elle-même. C'est-à-dire que rien que dans un corps, par exemple, si tu pars... Je sais pas, j'ai cette image d'un animal qui va naître, qui va traverser la vie dans un environnement qui lui-même évolue, avec un climat qui évolue, avec intérieurement dans l'animal ça évolue, et puis finalement qui va jusqu'à devenir charogne, qui va mourir et qui va revenir au sol. C'est une image qui apparaît dans un bouquin que j'aime bien qui s'appelle comment? C'est Le guerrier pacifique. Ok, je connais pas. Et bien, à un moment donné, il y a vraiment tout ça, il passe par cette phase où en fait il voit de la naissance à la mort, et pendant quelques pages en fait ils décrivent ce mouvement. Donc c'est l'itinéraire au sens d'une vie définie. Et ouais, mais qu'il n'y a rien de statique en fait autour de nous. Ça fait vraiment l'itinéraire comme chemin, et finalement chemin c'est vraiment un synonyme d'itinéraire. Il y a une avancée comme ça. Puis l'itinéraire dans toutes les dimensions, dans tous les corps finalement. On va s'arrêter là pour la définition de l'itinéraire. De manière succincte, qui es-tu à l'instant T? À l'instant T, je suis une jeune femme de 26 ans qui a terminé ses études il y a maintenant 1 an et demi, qui est dans une situation de sa vie où je me sens relativement accomplie, en tout cas sur le chemin de l'accomplissement, parce que j'ai appris à m'écouter. Je suis heureuse. Qui je suis quelqu'un d'extrêmement créatif, positif, aimante, qui a eu la chance de grandir dans une famille incroyable, pleine d'abondance, avec un frère merveilleux et ma sœur qui est un chien qui s'appelle Ludo. Et deux parents. Là, je me suis dit, je vais apprendre que tu as une sœur cachée et je le sais pas. Non, ça me parle, ta sœur Lilou. Et qui je suis une femme qui est bretonne d'origine, je suis née du coup à Vannes, et aujourd'hui je vis du coup à côté de Grenoble, dans le massif de Laval, enfin de Beldonne plutôt, à Laval en Beldonne. Et à mes heures perdues, je travaille à 50% en Suisse, un peu partout, parce que je suis en itinérance justement. Tellement dans le thème. Tellement dans le thème. T'as dit d'une jeune fille positive. Moi, ça me donne envie de raconter un souvenir que j'ai sur l'époque où on vivait ensemble à Lyon. Où moi, au début, je sortais, je pense que j'étais toujours dans une période très compliquée de ma vie. Enfin, je sortais de plus compliqué, mais c'était toujours très, très dur. Et j'avais pas du tout cette position dans la vie où j'avais envie de me réjouir. Enfin, c'est pas l'envie je l'avais, mais j'y arrivais pas. Je pense tout simplement à me réjouir. Et je ne sais pas si c'est un souvenir que j'ai créé avec le temps ou si ça se base sur quelque chose de réel au final. Mais souvent je le raconte, je dis Clara, c'était cette fille avec qui je vivais. Et lorsque moi j'étais en train de déjeuner pour partir à la fac et que ça m'emmerdait
peut-être, quelle que soit la raison. C'était cette fille qui sortait de sa chambre, ta chambre était à côté du salon, et qui regardait par la fenêtre et qui disait oh, la vie nous a fait un cadeau aujourd'hui, on a le soleil, c'est merveilleux. Et moi j'étais comme ça, peut-être avec mon café, je disais mais qu'est-ce qu'elle a quoi, comme problème elle a Je pense qu'il y avait il y avait de la jalousie, et c'est certainement cette jalousie, je le vois comme ça, et J'ai je me jamais dis capté que ça te plaisait pas. c'est pas que ça me plaisait pas, mais non, c'est pas du tout que ça me plaisait pas, parce que c'est cette jalousie qui a provoqué le mouvement, en partie, je pense en moi, de dire mais pourquoi cette personne a cette place, occupe cette place sur Terre avec autant de positivité et est capable de percevoir le soleil où moi je n'ai pas regardé par la fenêtre. Et je pense que c'est cette émotion qui m'a fait évoluer, tu vois. Euh, et ce qui est marrant, c'est que je sais pas du tout si c'est des souvenirs qui sont réels ou si c'est des souvenirs que j'ai construits. Je me dis en fait ça n'a peut-être jamais existé, mais c'est peut-être le souvenir que j'ai souhaité me construire, me donner de ces moments-là et de cette inspiration-là. C'est plus une incarnation de l'inspiration que quelque chose qui a réellement existé à mon avis. Peut-être que ça n'a jamais existé, mais dans ma tête ça existe. Ça m'étonnerait pas trop. Oui. Tu as dit que tu as 26 ans, ce qui est vrai, bravo. Tu as donné ton bon âge. Euh, j'ai envie j'ai envie de te donner l'occasion de dialoguer avec Clara il y a 8 ans, donc disons quand tu as 18 ans, plus ou moins à l'époque du baccalauréat sans doute. Voilà, tu as l'opportunité, imaginons qu'elle est là, de dialoguer avec cette Clara qui a 8 ans de moins, qui s'apprête à passer le bac, qui est dans ses années lycée. Tu as envie de lui dire quoi aujourd'hui, du haut de tes 26 ans et du chemin de l'itinéraire que tu as fait depuis? Depuis 1 an et demi, il y a quelque chose qui me revient pas mal à l'esprit justement, parce que je me suis déjà posé cette question. Alors, je disais pas celle de mes 18, mais plutôt celle de mes 15. Ok, Euh, tu peux changer pour 15 si tu veux. c'est plus ou moins... alors, il y a eu quand même... Mon mois de mes 18, c'était après mon année à l'étranger, donc j'étais pas la même qu'à mes 15. On va Parce que dire tu es que... parti à l'étranger déjà à l'époque du lycée. Ouais, en fait, entre ma première et ma terminale, j'ai fait une année de pause, une année de césure, où je suis partie vivre 1 an en Italie, à Brescia, en Lombardie. C'est la région qui est en forme de papillon, dans le nord. Et en fait, j'ai vécu 1 an dans des familles d'accueil et j'allais au lycée. Et du coup, je suis revenue passer le bac. J'ai passé le bac à mes 19. Donc 18, finalement, c'est pile l'année après mon retour en Italie. Et donc c'était une période où j'allais extrêmement bien, où j'étais vraiment dans ma puissance, où vraiment finalement je verrais pas une énorme différence avec mon mois d'aujourd'hui. Mais je sais que mes 15 et mes 19, j'étais un peu moins dans ma lumière et j'ai eu des périodes plus challengeantes. Donc on va dire que plutôt je vais m'adresser à mon moi plus insécure à ces périodes-là. Ok. Et ben je vais dire déjà, à cette époque, je sais que j'avais une phobie. Ça me vient comme ça, mais c'est pas ce que je voulais dire de base, mais j'avais une phobie. C'était la peur du rougissement. Alors, des fois, quand je dis ça, les gens, ils entendent rugissement. C'est pas rugissement, le Ça mot. pourrait tellement C'est t'arriver en plus. rougissement. Ça s'appelle de l'érotophobie. C'est un nom Ok, c'est vraiment un nom. connu. Ouais. Il y a vraiment des groupes de soutien sur Facebook que j'avais trouvé où les personnes se font carrément couper, je crois, leur... Je sais pas si je vais dire une bêtise, mais pas le nerf vague, mais il y a un nerf qui coupe par des opérations tellement c'est malaisant, c'est oppressant, c'est malheureux de vivre avec cette phobie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas rentrer dans un lieu public ou tu vas rencontrer quelqu'un que tu aimes bien, fille ou garçon, ou faire un oral ou n'importe quoi, tu as peur de rougir, mais c'est pas juste physique. Ça veut dire que tu vas carrément avoir des sueurs, des vertiges, des maux de tête et un sentiment énorme de malaise dans le corps. Donc j'avais cette peur à cette époque et je me rappelle que je faisais beaucoup d'auto-hypnose. Ok. Donc il y en avait une que j'écoutais tout le temps sur YouTube à cette époque. Du coup, mon moi d'aujourd'hui dirait à mon moi de 18 ans qui avait cette peur-là, qui l'a accompagné jusqu'à ses 23-24 ans, que j'ai d'ailleurs transcendé grâce au théâtre d'impro, grâce au fait de bosser en restauration. Et je pense que le porte-à-porte est venu peaufiner tout ça. Mais aujourd'hui, même si ça va m'arriver de rougir dans des situations où je m'y attends pas, c'est plus du tout comme avant. C'est plus du tout aussi oppressant. Je vais le savoir, ça va me faire rire, des fois je vais même le dire, mais je vais jamais être dans l'état dans lequel j'étais à l'époque. Donc je vais me dire, j'aimerais me dire, t'inquiète, ça va passer.
Et ça va d'ailleurs te permettre d'aller chercher des solutions, donc finalement de te faire évoluer. Donc tu as un mot aujourd'hui, enfin un mal, qui est désagréable et que tu as l'impression qu'il t'handicape et qui va t'empêcher de faire plein de choses, mais il passera et tu seras super forte et super à l'aise dans tes baskets d'ici quelques années. Donc détends-toi, enfin, tranquille, ça va aller. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à cette Clara qui rentre d'Italie, donc quand tu vas rentrer en France pour faire ta classe de terminale, qui, comme tu viens de le dire, je sais pas comment tu as dit à l'instant, qui allait super bien. Enfin, si tu as passé un message là à cette Clara de côté peut-être insécure, qu'est-ce que tu as envie de dire à cette Clara à cet âge-là qui va déjà super bien parce qu'elle a vécu une expérience? Et ben que ça continuera et que ça va faire que de grandir. Que je vais continuer d'aller dans ma puissance et dans ma force et dans ma créativité et que mon moi de 26 ans finalement il est déjà en train de pleinement réaliser tous ses rêves et que je me suis pas laissée amoindrir ou diminuer par mes peurs et par ce que à l'époque j'avais peur de la société, de rentrer dans un schéma classique, d'avoir un travail, faire des études, me maquer et avoir des enfants et acheter la maison à 28 ans comme mes parents l'ont fait. Et je respecte totalement leur chemin de vie et je le trouve très beau et il m'inspire beaucoup. Mais finalement j'étais dans cette peur de me dire est-ce que je vais pouvoir voyager, est-ce que je vais réussir à, à vivre ma spiritualité au quotidien. Est-ce que la vie sera aussi magique que ce que j'ai envie qu'elle soit? Bah oui, mon moi de 26 ans, plus ça va et plus je trouve que la vie elle est belle, légère et magique. Et je pensais qu'en fait ça allait se diminuer avec le temps et c'est l'inverse. Donc je vais vraiment me dire genre continue d'être dans ton optimisme et dans ta légèreté. Ça fait de toi, ça fait pas de toi quelqu'un de plus bête que la moyenne. Chose que je pensais que la légèreté et la vision Ok. optimiste de la vie allaient avec le manque d'intelligence. Alors qu'au final, je suis en train de me dire que c'est une forme d'intelligence totalement louable. Et tu vois, je rebondis un peu sur cette idée, euh, sur cette surprise qu'on a pu avoir au fil des années qui ont passé, de ne pas voir tout ça, cette légèreté de la vie, cette perception de légèreté, cette perception de beauté, s'amoindrir. Euh, Moi, au fil des années, il y a certains moments où je me suis dit, j'ai peut-être réellement réfléchi à cette question et je me suis dit, mais en fait, ça s'arrête pas. Ça a été, enfin, ouais, depuis qu'on se connaît, quoi, en fait. Non, mais depuis que j'ai repris mes études en licence 2, donc l'année à Lyon, l'année en Suède, l'année sabbatique, et puis cette année maintenant, où des fois je me suis dit, mais attends, c'est complètement dingue, l'année à Lyon était ouf, et maintenant je vis un stage de dingue en Bretagne, et puis après je pars en Suède en Erasmus, et puis quand j'étais en Erasmus, je me disais, mais c'est beaucoup trop dingue, et puis après il y a eu l'année sabbatique où j'ai vécu des années, des expériences ouf. Et j'ai eu cette même chose de me dire, mais en fait, ça s'arrête pas. Non, et c'est quelque chose qui se nourrit et c'est effet boule de neige parce qu'en fait, tu prends goût et finalement, avec les années, la maturité, pour moi, c'est le fait de. Pour moi, quelqu'un de mature, c'est certes quelqu'un de mature émotionnellement, mais c'est quelqu'un qui connaît les chemins en lui. Tu Donc vois, c'est genre. une idée de conscience. Ouais, c'est une idée de conscience. Il y a Joe Dispenza, c'est un hypnothérapeute qui écrit beaucoup de bouquins américains que j'adore aussi, vraiment. Je vous conseille ses livres. J'ai pas de com là-dessus, mais c'est incroyable. Nouvelle Terre. Et Ah, c'est donc, Nouvelle Terre. non, Nouvelle Terre, c'est Eckhart Tolle, c'est un autre. Nouvelle Terre, c'est Mais un livre dont Clara parle tout le temps. qui est super. Qu'il faut lire, que je Et n'ai du pas lu coup, encore. Joe Dispenza, à un moment donné, il dit, en fait, l'idée de l'hypnothérapie, bon, je suis pas hypnothérapeute, donc je peux me tromper sur la définition, mais grosso modo, il y a des parts de nous dans notre esprit. Et c'est l'idée de savoir ce qui se passe dans sa tête et de choisir les chemins par lesquels passe ton esprit. Donc, par exemple, il faut imaginer que le cerveau, c'est une forêt et qu'en fait, il y a des chemins autoroutes. Par exemple, les gens qui sont dépressifs ou déprimés, euh, ils vont toujours passer par des chemins négatifs. Et donc, à force de passer, au début, tu es passé avec la machette, mais à force de passer, tu vas avec la voiture. C'est des chemins très rapides où tu es là, genre, pensée négative, pensée d'autodestruction, sabotage, on se discrimine, on se rabaisse, etc. Phase par laquelle moi-même je suis passée quand j'avais 22, 23 ans. C'était une période où j'étais Ok. beaucoup à me dénigrer. Et en fait, avec les années, avec mes lectures, etc., je suis vraiment partie dans ce truc de me dire, mais en fait, grâce à Joe Dispenza qui l'explique bien, je vais débroussailler
d'autres chemins et des chemins de positivité. Et du coup, le fait de devenir mature, pour revenir au propos de base et pas trop maigrir dans ma forêt personnelle, c'est le fait de réussir à savoir par quel chemin tu as envie de passer et quel chemin tu as envie de construire. Ouais. C'est quoi la réalité par laquelle tu veux voir le monde tous les jours. C'est une capacité dans la prise de décision, quelque part. Ouais, et puis de perception du monde, c'est quel filtre je mets sur la vie. Moi je dis souvent, sur la vie, soit tu mets tes lunettes noires et tu vois tout mal, ou alors tu mets tes lunettes roses et tu positives. Carrément. Moi, je vois vraiment cette image de la forêt, parce que je pense que enfin, c'est pas je pense, j'ai été dans ces autoroutes du négatif et j'avais vraiment débroussaillé, ça filait très droit. Enfin, j'ai vraiment cette visualisation en t'entendant, à un moment ralentir sur cette autoroute et s'autoriser. Et j'ai beaucoup de réflexions sur la notion de l'autorisation et de à quel point on peut s'autoriser ou non certaines choses dans la vie, et quelles sont les dynamiques derrière l'autorisation. Donc s'autoriser de faire un stop sur l'autoroute de la négativité, disons, et de tourner la tête et de se dire, est-ce que je ne mettrais pas un coup de machette de ce côté, ou de ce côté, qu'est-ce que je peux y trouver? Et au final, in fine, la construction d'une nouvelle autoroute dans un autre sens. Ouais. Et ce qui fait que, comme on le disait là, genre d'être toujours dans cet entrain, quoi. Ouais. Puis en fait, c'est le truc, c'est que oui, on est conditionné, oui, on a nos croyances, et c'est ça l'hypnose, c'est que de base, on est avec des croyances, mais on les forge avec l'éducation, là où on vit, quelles études on fait, quels schémas familiaux, etc. Mais qu'est-ce que je voulais dire, c'est l'idée de passer outre ce conditionnement et ces croyances et de dire, mais moi, j'ai envie de croire à quoi? En quoi est-ce que j'ai envie de croire? Sans parler de religion, mais sur quelle pensée j'ai envie de forger mon existence. Et ça, c'est le pouvoir qu'on a. C'est vraiment le pouvoir de Ouais. choisir comment voir la vie outre l'environnement. Et c'est super dur parce qu'il y a plein de gens, ils ont un environnement très compliqué. Et donc, définir comment tu veux voir le monde alors qu'il y a tellement de choses qui te prennent toute ton énergie toute la journée. Oui. C'est aussi une chance qu'on a d'avoir pu construire. Moi, je le ressens beaucoup, tu vois, de mon côté, je sais pas quoi. Toi, comment tu le ressens, mais je parle souvent du rapport au temps, qui a un lien énorme avec l'argent, dans le sens où je dis, j'ai une chance énorme d'avoir du temps libre, donc qui vient du fait que financièrement ça va et j'ai pas besoin, je le dis souvent comme ça, j'ai pas besoin d'aller taffer à Carrefour, à la caisse le matin à 6 heures. Donc j'ai ce temps et c'est ce temps qui me permet sur l'autoroute de la forêt, de m'être arrêté et de mettre un coup de machette d'un côté. Et je ressens énormément une joie immense en moi, je pense que c'est gratitude, reconnaissance, à mettre en perspective de mon origine sociale, d'avoir ce temps-là. Là où mes parents dans la vie ne l'ont pas eu. Et je pense qu'on commence à l'avoir aujourd'hui, parce qu'on a grandi avec mon frère, ma soeur, et donc il y a des nouvelles perspectives de vie dans notre famille, donc autant pour nous enfants que pour nos parents. Donc je pense qu'ils commencent à avoir ce temps d'imaginer d'autres horizons, d'imaginer d'autres chemins, pour rester dans la métaphore de la forêt. Et moi, j'ai une reconnaissance énorme, et souvent j'en parle avec ma mère au téléphone, de dire, mais en fait, tout ce que j'arrive à faire aujourd'hui, pratiquement parlant, vraiment des actions, et ce que j'arrive à penser, moi, plutôt un état d'esprit, c'est parce que j'ai du temps, et que je suis pas contraint. Il y a ça, et c'est totalement vrai. Et là, j'ai vu une nana qui a partagé un truc il n'y a pas longtemps sur les réseaux, et elle disait aussi que le temps, c'est un choix. Quand tu dis, par exemple, moi, souvent je parle d'alimentation, et les gens ils me disent, mais moi, j'ai pas le temps de cuisiner ou j'ai pas le temps de faire les courses. Elle démentait ça en disant, remplace le j'ai pas le temps par ce n'est pas ma priorité. Et tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses où en fait dire ma priorité c'est pas de faire les courses, ou ouais mais du coup ça veut dire que ta priorité c'est pas de bien manger, donc ta priorité c'est pas ta santé. Donc c'est aussi redynamiser les choses. Alors je dis pas que 100% de la population, ça s'applique pour tout le monde. Il y a une partie de la population qui a profondément pas le temps, et la priorité effectivement c'est pas la santé, c'est la famille, c'est le fait de pouvoir nourrir et se loger, en France mais aussi à l'échelle mondiale. Je ne suis pas en train d'avoir des propos non plus à dire que le temps c'est un choix pour tout le monde, pas du tout. Oui, complètement. Mais il y a beaucoup d'entre nous, notamment des jeunes, on va facilement passer 1 voire 2 heures sur le téléphone, sur les réseaux tous les jours. Et est-ce que ta priorité du coup c'est les réseaux? Peut-être pas. Et peut-être qu'il y a plein d'autres choses, notamment bien-être, conscience, alimentation, quelle croyance j'ai envie d'avoir, thérapie, etc.
Ça, c'est un peu une. Enfin, là, tu parles des réseaux sociaux, une sorte de hantise. J'ai l'impression que. Enfin, pour moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est tellement revenu dans mes discussions avec enfin, mes amis, des gens plus ou moins notre âge. Je dis, enfin, c'est vraiment un truc qui nous touche très très fortement. Et je vais avoir enfin, cette idée là sur la question du temps. Est-ce que c'est. Enfin, j'ai pas le temps ou est-ce que c'est un choix? Et donc, je donne beaucoup plus de crédit à dire, bah oui, en fait, c'est un choix sur. Je parlais du petit temps calme avant d'aller dormir ou du petit temps calme au réveil. Et, euh, et je me prends beaucoup trop souvent euh, en flagrant délit, on va dire, de pas le faire parce que je suis dans ma chambre et tiens, je check ça, tiens, j'ai pas fait ça, j'ai pas renvoyé ce mail, enfin, ça peut réellement m'arriver. Et je me prends en flagrant délit en me disant, mais non, mais là, ça ne tient qu'à toi de dire non. Enfin, c'est stop le portable, c'est stop Insta, c'est stop ce que tu étais en train de faire, ou ça peut être sans parler du portable, stop une discussion avec les colocs, stop n'importe quel moment. Dire, enfin, ça ne tient qu'à toi de prendre ce moment-là. Donc ça rebondit beaucoup, je trouve, sur ce que tu dis sur le rapport au temps. Et c'est vrai que la notion de responsabilité, elle résonne un peu négativement. Enfin, moi, j'ai fait des études de droit, donc la responsabilité, on en parle beaucoup comme quelque chose qui permet d'être la charge de la preuve pour après inculper quelqu'un de quelque chose. Oui. Parce que la responsabilité, elle est à qui? Donc, en fait, c'est toi qui es responsable, donc c'est toi qui dois payer, par exemple, ou qui dois rendre des comptes. Mais elle est, en fait, quand tu t'accapares de cette notion de responsabilité, elle te rend ton pouvoir. Je suis responsable. Bon, bah ok, donc ça veut dire que j'ai le choix, je peux décider de ne pas utiliser les réseaux. Je suis responsable, donc en fait, si tu le fais pas, finalement, tu dis, putain, je suis responsable, donc tu t'en veux bien, tu culpabilises. Mais en fait, si tu te rends compte que tu es responsable, c'est-à-dire que tu peux le faire. Donc c'est trop cool. Personne n'a d'influence sur toi et n'a le pouvoir de t'empêcher de faire ça. Ouais. Donc ça te rend responsable, tout Ouais, simplement. bah c'est vrai, c'est vraiment la question du choix. Et euh, là, ce qui me vient, enfin, c'est un petit challenge qu'on a avec un ami qui s'appelle Fran dans mon master, où on se rend responsable de notre langage, on va dire. Et on bannit certaines choses pour laisser la place à d'autres formulations. Et l'exemple, enfin, ouais, l'exemple le plus saillant, le plus précis, c'est on veut enlever le il faut de notre vocabulaire. Et je me prends en flagrant délit de le faire souvent moi-même, de dire il faut que j'aille faire les courses. Tu changes ça par un je souhaite aller faire les courses, je souhaite descendre au marché, parce que je souhaite acheter des légumes, parce que je souhaite me nourrir, j'exagère un peu, mais tu as toute la démarche de dire je souhaite, je souhaite, je Mais souhaite. c'est mettre de la conscience. Et en fait, de la conscience, enfin, tellement une démarche d'entrain, de dire bah, enfin, si tu te dis je souhaite aller faire le marché, bah oui, tu y vas parce que tu as envie d'y aller. Si tu te dis ah, ce matin il faut que j'aille faire le marché, enfin, t'envoies quoi comme dynamique d'entrain dans ta journée et dans ta vie au-delà? Ouais, on avance. Donc tu dis à 17 ans, t'es parti en Italie. Donc t'as fait ta seconde première Ouais. et t'as eu une coupure réellement pendant ton lycée où t'as Ouais. fait un an en Italie. Ouais. En fait, tu veux que je t'en parle? Bah ouais. Ok. Bah, ce qui m'intéresse, c'est, enfin, ce que je trouve intéressant, c'est l'idée. Bah, il y a plusieurs choses. Il y a l'idée de mettre une coupure dans son lycée, ce qui est quelque chose qui n'est pas du tout fréquent, je pense, de faire en France. Je pense que c'est beaucoup plus fréquent en Scandinavie, par exemple, où j'ai l'impression que les gens ils prennent une année sabbatique toutes les années et ça fait qu'ils arrivent à 23 ans, ils sont beaucoup plus matures et conscients d'eux-mêmes et de ce qu'ils veulent faire. Donc cette idée-là de mettre une année de coupure dans son lycée aussitôt, et l'idée de partir à l'étranger, dans un environnement extérieur, dans une culture différente, à 17 ans, donc jeune et seul, quelque part. Mhm. Si tu peux axer ta réponse sur cette thématique-là. Est-ce que tu peux me poser une question, sachant que j'ai une notion de là où je dois aller, mais la question c'est quoi? Bah, c'est deux questions. Qu'est-ce que ça t'a fait et comment ça a été perçu peut-être de mettre une année de pause pendant ton lycée? Comment ça a été reçu familialement et on va dire au lycée? Et comment ça s'est passé et qu'est-ce qui s'est passé en partant toute seule en Italie à 17 ans? Ok, donc là je vais moi-même me restreindre parce que c'est une thématique qui m'a tellement transformée que je vais éviter de parler pendant 1 heure. Virgule de manière succincte. Ok. Du coup, ça a été. Alors, je me rappelle, moi, ça faisait quelques années. Enfin, j'avais une copine qui était partie quand elle avait 13 ans
aux États-Unis. Elle avait fait 6 mois aux États-Unis et 6 mois en Allemagne. Et quand elle m'en avait parlé à 13-14 ans, j'étais ultra admirative et je m'étais dit waouh, mais je sais pas, je voyais vraiment cette femme qui prenait l'avion si jeune, qui allait dans un pays où c'était pas sa langue, dans des familles où elle connaissait personne. Et du coup, pendant 3 ans, j'en parlais de temps en temps à mes parents. Je disais, moi, j'ai hyper envie de partir toute seule à l'étranger, etc. Déjà, ça m'habitait si jeune. Même d'en m'en rendre compte, ça me fait rire de me dire à 13 ans, c'est pas la priorité de beaucoup, quoi. Et en fait, un jour, mon père, il est venu dans ma chambre et il m'a dit, j'avais 16 ans, et il m'a dit, bah écoute, j'ai une collègue qui a l'opportunité, il y a une place. En fait, il y a 2 personnes sur Vannes qui peuvent partir avec le Rotary. Donc le Rotary Club, c'est... Je sais pas trop ce que c'est. C'est un club. C'est des personnes qui payent très cher pour faire partie de ce club tous les ans. Et ils font plein d'œuvres caritatives. Ils donnent l'opportunité à des jeunes de partir à l'étranger. Ils se font des repas entre eux, surtout des médecins, des avocats. Enfin, classiquement. Après, ça c'est un peu ouvert, mais... Bon, des gens très sympas, hein, mais quand même d'une classe sociale assez haute. Et moi, je faisais pas du tout partie du Rotary Club. Ça, c'est un truc que j'aime bien rappeler parce que c'est quand même une élite à laquelle j'ai pas forcément envie d'être assimilée de prime abord, même si je respecte totalement qui ils sont. Et du coup, il m'a dit, voilà, il y a 2 jeunes qui peuvent partir à l'étranger, donc gratuitement, dans des familles. Et en fait, le deal, ça va être que nous, pendant 3 ans, on reçoive 3 jeunes chaque année, 3 mois, d'autres pays. Ok, donc après coup, tu as reçu à Vannes, ouais. Vous avez reçu à Vannes déjà. Donc la première année où j'ai pu partir, du coup, parce qu'en fait il fallait faire des entretiens, etc. Même, il y avait un truc assez sélectif. Et donc tout s'est bien passé et ça a été la première fois finalement que j'ai vraiment monté un projet de A à Z. J'ai fait un dossier énorme pour y aller. Enfin, il y avait vraiment un engagement déjà avant d'y aller en Italie. Ouais, et puis comme tu as dit, à 13 ans, c'est pas ce que tu te dis généralement. Enfin, t'as pas ce genre de pensée. Et je dirais pas que c'est rare, mais c'est quand même à noter d'avoir autant d'engagement dans un projet à 16-17 ans. De dire, je nourris quelque chose que je souhaite réellement et je fais des démarches pour. Puis mes parents, ils m'ont laissé... J'ai dû passer, franchement, j'avais calculé entre 50 et 70 heures, 70 heures, à faire ce dossier, quoi. C'était un truc de fou. Pendant 6 mois, j'y passais des heures et des heures chaque semaine. Tout l'administratif, traduire mes bulletins, enfin, il y avait tout un truc. Et mes parents m'ont 100% laissé gérer toute seule. Donc j'ai vraiment créé moi-même cette expérience à 16 ans. Et bon, je vais épargner tous les détails parce que sinon je m'égare. Mais je suis partie du coup dans ces familles d'accueil, parce que j'en ai fait 2. J'ai fait une première famille pendant 4 mois. Donc j'avais 5 frères et sœurs, à Brescia toujours. Et j'étais en 4e année de lycée, parce qu'en Italie, il y a 3 ans de collège, 5 ans de lycée. Ils font la maturita, donc le baccalauréat, à 19 ans. Et moi, du coup, j'étais à avant-dernière année, donc comme une première finalement. J'étais dans un lycée scientifique avec un haut niveau d'études. C'était vraiment pas facile ce qu'ils faisaient. Ils avaient des bouquins comme ça. Genre, ils étudiaient plus que nous en vrai. En Italie, ils sont plus, ils bossent mieux et plus que nous. C'est tous les matins le travail. C'est de 8 à 13 heures l'école, le lycée. Et le samedi matin aussi. Ok, ouais, ça fait vraiment une différence. Toutes les après-midi dispo. Donc, il faut s'imaginer un cadre dans lequel j'ai fait 4 mois dans une première famille, 3 mois dans une deuxième où j'avais 2 sœurs, 2 jumelles. Et après, je suis retournée dans ma première famille d'accueil tellement je m'entendais bien avec eux. Alors que j'étais censée faire une 3e famille. Mais on avait trouvé un deal et je revenais. Ok. Et en fait, ça a été une année qui m'a vraiment... Donc, comment ça a été reçu pour répondre à ta première question ? Bah, très bien. Je pense qu'il y avait pas mal d'admiration, un peu de stress. Ma maman, je sais qu'elle était super heureuse. Et en fait, dès que je suis partie, bah, il y a le cordon ombilical qui lui a fait très très mal. Elle faisait des crises d'angoisse, alors qu'elle n'est pas du tout angoissée de base. Mais elle était vraiment malheureuse que sa fille soit plus là. Donc, on se faisait des Skype de temps en temps, mais on se manquait beaucoup. Mais du coup, et eux, ils m'ont rejoint 6 mois après, donc en février. Donc 6 mois, pendant 6 mois, j'ai pas vu mes parents, pas vu mon petit frère. Mon petit frère, il m'en a beaucoup voulu, parce qu'on était super fusionnels. Et du jour au lendemain, t'es partie, il devait se dire super, ma sœur. Ouais. Et pendant quelques années, il me disait tout le temps, tu m'as abandonnée. T'es plus ma sœur, tu m'as abandonnée. Et vraiment, il m'en voulait. Ok. Et c'est vraiment resté comme ça, tu dis plusieurs années, où il y avait un peu une rancune. Ouais, il y avait de la rancœur carrément. Et après, moi, ce que ça m'a apporté, j'ai eu une année vraiment magnifique, où j'ai passé énormément de 2 ans toute seule. Et genre toutes les après-midi, j'étudiais un petit peu, j'apprenais d'italien et puis j'allais marcher. Je courais, je marchais, je faisais beaucoup de sport. C'était une période aussi où j'étais pas mal, je pense, axée sur mon corps.
Donc j'ai eu aussi un truc à dépasser à cet âge-là, à 17 ans, surtout qu'en Italie, ils sont encore plus que nous sur le physique. Donc ça m'aidait pas forcément là-dedans. Mais ça, bon, je l'ai géré avec les années. Et sinon, je passais beaucoup de temps seule. Et je me rappelle qu'à la fin d'année, j'ai dû faire un discours devant 70 personnes, enfin, beaucoup de monde en tout cas, où j'ai vraiment dit, j'ai appris à m'aimer. J'ai appris vraiment à devenir ma meilleure amie, ma première alliée au quotidien. Et du coup, ça m'a vraiment soudée avec moi-même. Le fait de passer autant de temps seule et j'ai fait ma première blague au bout de 4 mois. Donc là, je venais d'un endroit en France où j'avais plein d'amis. Tous les week-ends, je voyais du monde. Au lycée, j'avais mon groupe de copains. Enfin, c'était abondance en amitié. Au début, j'ai mis du temps avant de me faire des vraies amitiés. Après, je m'en suis fait plein et quand je parlais italien, ça a été très fluide. J'ai même eu des amoureux. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de... Parce qu'au Rotary, il y a 5 règles, dont ne pas avoir de date. T'es pas censé avoir d'amoureux. Mais bon, j'avais pas refusé ces opportunités. Tant pis. et voilà. Okay. Ça m'a beaucoup fait grandir. Mais tu vois, il y a encore ce truc de j'ai eu du temps. Un peu ce qu'on disait auparavant. C'est le temps qui m'a permis d'avoir une connexion à mon corps physique, d'avoir une connexion à moi-même mentalement. De la même manière, je redis un peu ce qu'on a dit, mais moi j'ai vraiment ce souvenir-là de mon année en Suède, où donc j'ai fait un Erasmus en Suède, premier semestre, deuxième semestre, et c'est vraiment du temps. C'est ça que j'en retiens le plus. Il y a des cours à l'université, il y a un environnement qui m'apporte, donc universitairement, il y a un environnement social qui m'apporte, parce que je vis avec des personnes qui sont d'autres pays, donc j'entends d'autres langues, j'apprends à parler anglais, mais j'ai réellement du temps et en dehors de mes habitudes. Et j'ai aussi perçu ça dans ce que tu disais, il y a un peu le choc de j'ai construit en bonne et due forme quelque part, juste à mes 17 ans. J'ai des amis avec qui je m'entends bien, j'ai des repères, repères amicaux, repères sociaux, des repères à l'école, etc. Et j'ai un peu tout abandonné du jour au lendemain. Et quelque part, tu te retrouves sur la nouvelle feuille et tu te dis, comment est-ce que je réécris l'histoire? Moi, c'est vraiment un souvenir que je garde de la Suède, où ça rebondit sur toi, ton expérience, je trouve. Donc ça, de tes 17 à 18 ans, tu reviens en France et tu passes le bac à 19 ans. Ouais. Et après, c'est quoi l'itinéraire qui t'a amené à ce que tu es aujourd'hui, d'une manière très succincte pour mettre un peu les jalons, les grandes époques, on va dire, les grandes étapes? Alors, j'ai fini donc le bac à 19 ans. J'ai fait 3 ans de licence de droit, donc droit abstrait et général, c'est le nom de la licence. C'est droit abstrait et général? Ouais, donc c'est vraiment le bloc où C'est marrant que ça s'appelle droit abstrait. C'est comme si c'était un pléonasme d'une certaine manière, je trouve. Un petit peu. Ouais, c'était très abstrait. Non, du coup, j'ai fait 3 ans de licence donc à Vannes, à l'université Bretagne Sud. Je vivais chez mes parents. Donc là, j'ai fini à 22 ans. Sachant que ma dernière année, je l'ai passée en Italie, à Cassino, donc à côté de Naples. Okay. Donc ma dernière année de licence. Donc tu as vécu 2 ans en Italie Ouais, en tout. En tout et pour tout, plus tous les voyages que tu as dû faire, à mon avis, là-bas. Oui. Ok. Ensuite, j'ai fait une année de césure. Année de césure pendant laquelle j'ai un peu travaillé pour mettre des sous de côté et partir 5 mois en Amérique du Sud. Oui. Et là, c'est le Covid, c'est ça? Ça nous a amené effectivement en avril 2020 où j'ai terminé, j'étais en Équateur, confinement, tout le bazar. Ce qui m'a fait rentrer plus tôt. Grâce au fait que je suis rentrée plus tôt, j'ai pu faire mes inscriptions à la fac parce que je me posais beaucoup la question, est-ce que je reprends un master ou est-ce que je m'en vais vers des études ou de cuisinière ou de naturopathe? C'était les interrogations du moment. C'était vraiment le duo, c'était l'axe quoi. Ouais, vraiment. Okay. Et au final, j'ai opté pour la sécurité, mes parents m'ont bien matrixé. Reprendre le chemin classique et reconnu. Et du coup, je me suis inscrite, Lyon. Donc j'ai fait une année, Master 1, droit de l'environnement, mais c'était du droit plutôt général. Ça, c'était notre année commune pour mettre du repère. Exactement. Et la deuxième année, j'ai fait... j'ai fini mon master droit de l'environnement et de l'urbanisme à Lyon toujours, où je vivais dans une autre coloc avec Cali.
ma sœur. C'était pas une coloc Ikea cette fois-ci, non? Non, c'était une coloc pleine de bois et de plantes. Et puis après ça, et ben, il s'est passé 1 an et demi depuis ça. Et là, j'ai travaillé au tribunal pendant 3 mois à Vannes. Ensuite, j'ai travaillé un peu plus d'1 mois en Suisse en porte-à-porte. Ensuite, je suis partie 3 mois en Inde. Et puis depuis mon retour d'Inde, donc depuis juin dernier, je travaille en Suisse en porte-à-porte. Et je vis à Grenoble depuis novembre. Et tu montes plein de projets, Ouais. et on va venir sur ça. On va faire l'impasse sur quelques périodes de ta vie. On Des va... périodes sombres. Non. Je rigole. Non, on va laisser de côté, enfin on va faire des petites ellipses. T'as fini ta licence, tu vois, d'un coup, bam. Même, enfin, on pourrait parler de ton voyage en Amérique latine, surtout que je pense que je pourrais en parler tout seul déjà de ton voyage en Amérique Ah latine, ouais? raconter. Ouais, je pense que j'ai plein Genre, c'est quoi l'anecdote qui te vient comme ça? Le premier truc, c'est les avions retour, donc où c'était le confinement et que tu disais que c'était un environnement, enfin, qui était devenu et qui devenait au fil des jours très stressant parce que vous actualisiez les pages pour rentrer et qu'il n'y avait juste pas de vol. Ouais. Et j'ai vraiment cette phrase dont je me souviens, c'était la phrase que tu m'avais sortie, c'est et c'est en actualisant et que tu vois qu'il n'y a pas de vol pour rentrer que tu conscientises qu'il y a un putain d'océan entre toi et ta terre natale. Exactement. Tu m'avais dit, je pense, ta famille. Ouais. Et c'est juste dingue comme ça que bah, on est banalisé, enfin ça se comprend, hein, mais c'est quand même dingue qu'on ait banalisé le fait qu'on puisse être sur l'autre continent, Ah, en 12 heures. ouais, en 12 heures en avion, sachant que bah, s'il n'y a pas l'avion, Ouais, qui sachant du que retour? s'il y a que ton putain de corps et que tu dois même construire ta barque, pas putain, tu revois plus ta famille, jamais quoi. Ouais, t'as des perspectives de la revoir, mais pas en 12 heures, quoi. Donc tu rentres d'Amérique latine, tu fais tes candidatures, et donc nous on commence à vivre quand tu arrives ensemble. On commence à vivre ensemble quand tu arrives à Lyon et que moi je commence ma licence. Euh, Moi j'ai envie de te demander à ce moment-là, enfin tout simplement, comment est-ce que tu te sens euh, dans la vie, sachant que tu viens de vivre une année sabbatique, avec un voyage en Amérique latine qui a duré longtemps, 5 mois, avec ce genre d'anecdotes. Euh, Comment tu te sens dans la vie à ce moment-là avec ça et dans le fait de recommencer des études, de reprendre des études, quelque chose de très cadré, de très Mm. structuré, le droit. Ben, je pense que tout ça, ça m'a permis de prendre beaucoup de distance en fait avec le chemin classique. Je me retrouve avec des gens en costard dans une fac un peu snob, un peu de droite, où les gens se jugent beaucoup. Moi, je suis là, je porte des chemises colorées, je me sens très hippie en fait. J'arrive en Mhm. vélo, je suis... Je me souviens, on avait réparé ton vélo, tu t'es fait voler Oui, je m'étais fait d'ailleurs. voler mon vélo. Mais rapidement, tu vois, je rencontre Marie, avec qui ça Ok, match de ouais, ouf. Marie. On fait du yoga, on fait du théâtre d'impro, on a des conversations incroyables, on parle d'alimentation, on étudie ensemble. Donc il y a le côté quand même reprendre des études qui est assez dur, parce que bah faut que je passe beaucoup de temps sur une chaise et je me rends compte qu'en fait, autant j'ai un cerveau qui fonctionne bien, je peux faire des études et apprendre plein de choses, mais rester assise, c'est vraiment compliqué pour moi. Mhm. C'est vraiment dur. Je trouve que c'est beaucoup de temps et d'énergie, sachant que je suis même pas sûre de vouloir travailler dans le droit. Je le fais vraiment pour le diplôme. Donc ça, c'est pas facile. Mais finalement, je travaille pas tant que ça, je trouve. Tu vois, enfin, toutes les soirées qu'on passait à la coloc à discuter jusqu'à 11h du soir, je faisais une disserte de temps en temps pour de rendre le document et avoir une note. J'ai des notes plutôt bonnes. En fait, j'étais dans une licence assez dure. euh, Ok. où c'était un bon niveau. Et là, j'arrive à Lyon où c'est un bon niveau, mais bah voilà, j'ai 12, 13 assez facilement dans toutes les Ouais. matières, alors que avant, rien que pour avoir un 12, c'était très compliqué, quoi. Donc je les passe plutôt bien, les études. Ça me fait un peu chier, en vrai, d'étudier et d'être là, mais je me rends compte aussi de la chance d'avoir mon appart, d'être avec des gens inspirants tous les jours, de pouvoir faire du vélo, de pouvoir faire plein de trucs. Enfin, Mhm. juste, je suis heureuse aussi d'avoir une stabilité, parce que le mouvement, le voyage, c'est trop bien, j'adore, mais c'est un peu fatigant de jamais avoir de chez soi. Ça, je l'ai tellement ressenti. Ouais, Je pourrais tellement en parler des ouais. heures et des heures. Ouais. Du coup, J'ai envie de raconter vas-y. le, enfin, la transition entre mon année sabbatique l'an passé et le moment où je m'installe sur Lyon pour mon master cette année. On m'a souvent questionné sur cette alternance-là, enfin, comment on dit, enfin, le passage de nomade à sédentaire que j'allais faire.
Et au vu de tous les voyages, de toutes les expériences, de tout le nomadisme que j'ai eu pendant mon année de césure, il y a des gens qui me disaient mais est-ce que tu vas arriver à te réinstaller? Et moi, contre toute attente, enfin, contre toutes leurs attentes quelque part, qu'est-ce qu'ils pensaient que j'allais répondre? Je leur disais, mais les gars, j'ai une hâte, c'est de poser mon sac dans une chambre qui sera à moi pour, dans l'idée pour l'année, mais dans l'idée pour au moins une semaine déjà, où je me disais, enfin, ouais, je disais, mais vous savez pas à quel point j'ai hâte de m'installer et de construire des repères. Enfin, mais il y avait plein de choses. Je me disais, d'avoir. Enfin, c'est assez matérialiste, ça va, c'est que des livres, mais mes livres favoris Ouais. posés dans mon Moi, étagère. j'avais parlé juste de pouvoir avoir des plantes, Ouais, peut-être de les voir tous les jours évoluer. et il y avait, enfin, par exemple, cette idée de livre, il y avait enfin, toute l'idée autour de la nourriture. Quand tu bouges énormément, ça peut être compliqué de bien manger. Enfin, je trouve que tu es vite pris dans, pas la malbouffe, mais tu manges assez enfin, rapidement dehors, donc tu n'as pas toutes les phases de préparation qui sont aussi nourrissantes en elles-mêmes. Et enfin, je pouvais le dire comme ça, j'ai hâte d'avoir genre, enfin, mon paquet de riz, un paquet de pois chiches enfin, dans mon placard et de pouvoir sortir de ce qui sera ma chambre pour aller dans ma cuisine, pour pouvoir faire mon plat que j'aurai dans mon frigo. Ça fait beaucoup de mon. Mais j'avais hâte de enfin, Je vais être propriétaire, voilà, de tout. locataire de l'appart, locataire du paquet de riz, ouais, avoir cet environnement dans lequel je puisse évoluer de manière ouais, stable et durable. J'avais vraiment cette, cette importance-là à me réinstaller. Et ça surprenait tout le monde parce qu'on m'avait associé, je pense que je suis toujours un peu associé à l'idée du gars qui bouge toujours, qui découvre en permanence, ce que j'apprécie énormément, de continuer à bouger. Mais enfin, Dieu sait si j'apprécie rentrer Ouais. chez moi Et aussi. puis l'humain, il va vers des choses et finalement c'est toujours pour en fantasmer d'autres, pour fantasmer l'inverse, d'une certaine façon. Oui, oui. Après, genre, en fait, l'idée c'est aussi l'équilibre, c'est de pouvoir faire tout au même moment, d'être en itinérance et d'avoir un chez soi et de se rendre compte qu'en fait on a besoin, c'est une question d'équilibre tout le temps, avoir un petit peu de l'un et de l'autre te permet d'apprécier les deux. Être trop dans les extrêmes, des fois ça crée du manque. Comment est-ce que tu vis la fin de ton master au moment où les études se terminent enfin, c'est le master donc il n'y a rien derrière. Bon, il pourrait y avoir autre chose, mais ça diffère réellement de quand tu termines ta licence. Tu sais que c'est pas réellement terminer les études en entier. Et vraiment le moment du diplôme. C'est tamponné, je suis diplômé, j'ai un master en droit. Euh, and so what? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Comment est-ce que tu vis ce moment? Qu'un moment de liberté, de enfin je vais pouvoir être et faire absolument tout ce que j'ai envie. Et sachant que ça fait 5 ans, si ce n'est toute la vie que j'y pense. Genre c'est le moment. C'est le moment où genre, j'ai ce tampon qui me permet de valider que je suis apte à faire des études, je suis apte à faire des métiers dans le milieu du droit, si j'en ai envie, mais j'en ai pas envie. Et du coup maintenant, je fais quoi? Je suis qui? Comment est-ce que je remplis ma vie? Et en fait très rapidement, moi qui adore tout le temps apprendre plein de choses, parce que bon, je suis Gémeaux, et les Gémeaux ils adorent jouer, et ils sont hyper curieux, et Okay. ils adorent tout découvrir. Enfin c'est vraiment ma nourriture de l'âme, c'est l'apprentissage, sous toutes ses formes, manuelles ou intellectuelles. Et tout de suite, je me suis dit, j'ai envie de me former. Parce que les études, c'est fini, ok. Mais là, j'ai envie de me former au yoga. Donc, ça a été ma priorité directe. Et pour cette priorité, donc tu es parti en Inde mais en mars. Ouais. Donc tu as eu du temps. Ça a été quoi? Ça a été du travail pour financer Oui, parce qu'en fait, j'ai dit à l'Inde. mes parents, j'ai dit, maman, tu peux me prêter 2000 € pour que j'aille à Bali me former au yoga? Et elle m'a dit non. Elle m'a dit non, tu vas travailler. Moi aussi, j'aimerais bien aller me dorer la pilule à Bali. Donc, j'ai pas très bien pris cette réponse. Ouais, en même temps, elle fait sens. Mais voilà, du coup, parce qu'en fait, pendant mes études, mes parents m'ont aidée, ils sont hyper généreux avec moi. Mais c'est ce que je leur disais, j'ai dit, ça va, j'ai fait la fac, vous avez payé un appart pendant 1 an et demi, vous pouvez me prêter 2000 €, je vous les rendrai, parce qu'après, je voulais aller en Australie, blablabla. Mais non, ça n'a pas été reçu comme ça. Ma mère m'a dit, il faut que tu mérites. Je disais, mais je travaille pendant mes études, je travaille 18 heures semaine pendant mon master. Genre, je suis courageuse. Mais je sais pas, il y a eu un conflit d'ego à ce moment-là. Donc je n'ai pas eu la somme requise. Et donc tu as travaillé par toi-même. Donc je suis restée chez mes parents, alors que je voulais partir, encore quelques mois de plus.
Et je suis allée bosser au tribunal à Vannes avec les greffiers. Ok. Et ça s'est programmé quand? Ça a été sur quand que tu allais partir en Inde? Alors au début je voulais, comme je disais, aller à Bali parce que j'avais peur d'aller en Inde, parce qu'avec tout ce que j'entendais sur les conditions de la femme, la sécurité, tout ça. Et en fait j'en ai parlé avec ma copine Kali qui elle-même s'est formée au yoga en Inde et elle m'a Mhm. dit mais va au berceau du yoga, là où c'est né il y a 5000 ans, genre va te nourrir vraiment des énergies du lieu. Et puis elle m'a parlé de l'Inde, de tout ce que ça avait généré en elle, de son voyage, comment ça avait été magnifique et tout ça. En fait ça m'a donné grave envie et du coup j'ai pris la décision en septembre de partir en mars. Et ça a été calé à ce moment-là? Ou, Ouais, ça a été calé à ce moment-là à peu près. Je m'étais dit, je vais faire 3 mois de tribunal et après, je vais faire 1 mois à travailler en Suisse en porte-à-porte. Comme ça, je vais mettre suffisamment de côté Mhm. pour financer mon voyage. Et enfin, durant ces mois-là, donc en attente de partir, tu as une excitation à l'idée de partir? T'as des doutes, des challenges à l'idée de Ouais, partir? j'étais surtout flippée. En fait, Flippé, j'ai ouais. choisi aussi d'aller en Inde parce que je me suis dit, c'est quoi la chose qui te fait le plus peur? Bah, c'est d'aller en Inde. Donc on y va. Bah, du coup, tu vas le faire parce que c'est-à-dire que tu as plein de choses à apprendre. Et je sentais du stress, le stress de me dire mais je pars seule dans un continent que je connais pas, un pays que je connais pas, un pays avec beaucoup d'histoires et des histoires lourdes. Enfin, c'est ce que j'ai fait une petite BD pour partager mon expérience Mhm. en Inde et dans une des slides, justement, je dis toutes les voix. euh, ouais, moi j'ai entendu qu'en Inde il se passait ça. Ouais, Oui, je moi me j'ai une souviens amie de qui. ces Et tout le monde a son pages-là. avis et c'est que des trucs négatifs un peu. Donc peut-être c'est là, bah, dans ce cas-là, ne me partagez pas, parce que genre je suis seule à y aller. Je préfère pas avoir de retour si c'est pour me mettre des flips, que ce soit l'alimentation, les agressions, les femmes seules, enfin l'insalubrité, le fait que les transports en commun c'est Ouais, pas ouais, ça fait facile. déjà beaucoup là. Enfin, ça c'est trop bien. Enfin, voilà, genre, c'est juste, tu vas mourir là-bas. Trop bien. Ouais, j'ai vraiment ce même souvenir un peu sur quand je suis parti en Afrique, en Côte d'Ivoire, cette période avant où enfin, mon processus de réflexion, ça avait été d'écarter tout ça euh, de mes pensées parce que j'étais en mode, si je pense à tout ce qui me repousserait à partir, bah j'y vais pas en fait. Mm. Parce que enfin, je me disais, ok, Côte d'Ivoire, hein, Afrique, où ça aurait été enfin, c'est la même chose un peu sur l'Inde. T'as une insécurité alimentaire, va falloir faire très attention. Tu peux pas boire l'eau courante n'importe où. T'as une insécurité enfin, dans les villes, tu risques le vol, bon, bref, etc. Mais si tu considères ça, il n'y a aucun moment où tu pars. Donc là, c'était un peu le seul choix, enfin la seule option qui me reste, c'est de mettre de côté toutes ces informations-là et de dire bah oui, j'y vais. Mm. Et c'est ce qui s'est fait en Et fait. d'ailleurs, je vais y aller pour voir si tout ça c'est vrai et pour Aussi, voir oui. si je vais survivre. Un peu ce truc maso. Mais sur ce que tu as dit, c'est partir en Inde qui me faisait le plus peur, donc j'ai fait ce choix-là. Mm. Moi, quand tu as dit ça, ça m'a fait directement penser à comment est-ce que j'ai pris le choix de mon année sabbatique après la fin de ma licence. Donc c'était soit bah, je continue directement en master, soit je prends une année sabbatique. Et c'était la même chose. Je m'étais dit, qu'est-ce qui me fait le plus peur? Qu'est-ce qui va être le plus dur à faire? Prendre une année sabbatique ou faire un master? Et la réponse était prendre une année sabbatique sera plus dur que de Mm. rentrer en master, de m'installer, de Ouais. continuer. Et donc, enfin, je me souviens, j'étais dans ma première chambre en Suède. C'était donc à l'automne, donc c'était vraiment un an avant que ça commence. Euh, et à ce moment-là, je m'étais dit, l'année prochaine, je prends une année sabbatique parce que c'est le plus dur. Et par définition, de fait, c'est ce qui va m'apporter le plus. C'était vraiment ce même processus de décision. Euh, Est-ce que tu peux oh, bah, la dernière fois qu'on s'est vu, donc c'était juste avant que tu partes en Inde, Mm. on s'était vu à Paris. Donc toi, tu venais de Vannes, tu passais par Paris pour partir. Est-ce que tu peux me raconter enfin, ces moments-là, enfin, ce que tu en as comme souvenir, comme sensation, et l'idée du trajet? Euh, D'où à où? bah, le trajet, c'est une question qui me passionne dans la thématique du voyage. C'est peut-être pas pour rien que le podcast s'appelle Itinéraire, et c'est pas pour rien que je suis autostoppeur, c'est pas pour rien que je donne autant d'intérêt à ces dynamiques du trajet dans la question du voyage. J'avais même dit à ma mère récemment, en fait, ce qui m'importe dans le voyage, c'est le trajet.
Limite, quand je suis à l'endroit, bah, enfin, c'est pas que j'ai plus de raison d'y être, mais c'est vraiment le trajet qui prévaut sur le moment que je passe à l'endroit où je vais. Et donc, pour moi, le trajet, enfin, c'est quelque chose de assez flou et enfin, c'est réellement comment toi tu le perçois. Parce que je pense que on perçoit le début d'un trajet et la fin d'un trajet d'une manière très personnelle. Donc c'est pas le moment où tu badges à l'aéroport pour rentrer à la porte d'embarquement des badges quand tu sors de la porte d'embarquement, c'est comment toi tu le perçois. Au final, la question c'est il a commencé quand ton trajet pour aller en Inde? Bah déjà dans ma tête, il a commencé en septembre. Non, 6 mois avant. Mais on va peut-être pas faire jour après jour. Mon trajet, il a démarré quand du coup j'ai bouclé mon sac. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai fait un bout de trajet avec ma grand-mère. Donc j'ai vu ma grand-mère avant de partir. Ok, donc en Bretagne. Ouais. Ensuite, j'ai pris la voiture pour aller jusqu'à la gare avec mes parents et mon chien. Et j'ai vraiment la sensation d'être au siège arrière. D'habitude, le chien, il est avec ma mère devant. Et je l'ai dans les bras tout le long du trajet. Okay. Et donc ça, c'est déjà hyper rassurant. Je me dis, bah, j'espère qu'elle sera en vie quand je vais rentrer. Et je l'adore, c'est mon chien. Je l'ai dit en début, c'est ma sœur. Et puis, donc je prends le train déjà pour aller jusqu'à Paris. Et là, j'ai vraiment mes 2 parents, j'ai une photo d'eux où ils sont tous les deux, ils se prennent comme ça et ils font une petite bouille triste. Je les vois trop ouais. en plus. Et là, je me rends compte que, bah ouais, mes parents, ils sont stressés que je parte en Inde. Autant ils sont fiers et ils sont contents que j'aille faire du yoga et me former, mais mes parents, ils se disent, mais en fait, aucun des deux ne l'aurait fait. Et ils se disent, là, notre fille part seule, alors que nous, on n'est pas des grands aventuriers. De base, mon père, il m'avait proposé de m'accompagner. Et en Juste fait, en Inde? Ouais. D'accord. Et en fait, vous voulez se faire un petit voyage non, en fait. il était vraiment flippé. Ah ouais? Ouais, vraiment. Et en fait, quand je lui ai dit, bah ouais, il n'y a pas de souci, mais par contre, c'est-à-dire que toi, de Goa, donc là où je me suis formée, jusqu'à New Delhi ou bien jusqu'à l'aéroport en tout cas, ou à Mumbai, à Bombay et à Mumbai, pardon, je fais un mix, tu seras seule. Et bah rien que ça, à cause de ça, il n'est pas venu. Donc il s'est dit, je ne l'accompagne pas, elle sera seule là-bas, mais moi je ne veux pas y être. Parce qu'il était stressé de faire 12 heures de bus seul. Mais ça se comprend. Enfin... Oui, mais du coup, je veux dire, vraiment, ce que je faisais là, pour eux, ça leur semblait incompréhensible. Ils ne l'auraient jamais fait, quoi. Mais je vais juste donner 2-3 notes sur l'Afrique, justement. Quand je suis parti, c'est les mêmes choses que j'ai en tête. Et des fois, j'ai de la difficulté à percevoir ce que j'ai fait. De dire, mais est-ce que c'est réellement moi qui ai fait le trajet entre Abidjan et Daloa, la ville où j'étais en Afrique? C'est le même type de trajet, c'est 8 heures de bus. Des fois, j'ai du mal à me dire que c'était réel et que j'étais tout seul dans ce bus-là, du jour au lendemain en Afrique. On le fait en intériorité, on est là, tout calme, tranquille. Donc, tu as cette photo où tu les laisses. Après, du coup, j'ai passé 2 jours à Paris chez mon cousin, donc ça c'est trop cool. Donc, il y avait ce dernier moment où voilà, je voyais un peu ma famille, je t'ai vu toi, j'ai vu Delphine. Genre, ça a été un moment d'amour, d'amitié où j'ai pu me galvaniser encore de ça, m'endosser de cet amour, de cette bienveillance pour aller prendre l'avion. Et là, ce qui est très marrant, c'est que l'avion n'a jamais démarré. C'est vrai? Je suis partie 24 heures plus tard que prévu. Ah bon? Parce qu'en fait, je devais partir à 9h du soir et en fait, jusqu'à 3-4 heures du matin, l'avion ne démarrait pas. Et ils ont fini par nous envoyer à l'hôtel, passer toute une journée. Et là, j'avais rencontré un gars, la quarantaine, hyper sympa, qui travaillait au consulat de Pondichéry, avec qui en fait on a passé la journée du lendemain à l'hôtel ensemble, à faire des repas, à avoir des conversations de ouf. Et en fait, je me sentais déjà loin, alors que j'étais à Paris. Et je me sentais déjà à l'autre bout du monde avec un mec qui connaissait très bien l'Inde et qui m'en parlait et qui me rassurait. Et c'était ouf. Et on a passé une trop belle journée. Et après, on a vraiment pris l'avion pour partir. Et donc, en fait, du début à la fin de mon voyage, j'ai toujours été protégée. Il y a eu cet homme qui m'a accompagnée du coup jusqu'à m'offrir ma première boisson en Inde à l'aéroport. Il m'a invitée, symboliquement, voilà, il m'a payé le truc et tout. Et je me sentais vraiment couvée. Ouais, et reçue. Ouais. Et après ça, du coup, j'ai pris mon premier tuk-tuk
pour aller jusqu'à mon hostel à Mumbai. Ah putain, je vais pas y arriver. À Mumbai. Et là, je me rappelle de la chaleur, je me rappelle de tous les palmiers. J'étais dans ce petit tuk-tuk où le mec était pieds nus. Il y avait la pollution sonore. Mais je kiffais ça. Et en fait, j'ai posé le pied en Inde. J'avais très peur d'y aller, hein, j'étais flippée. Je me suis sentie à la maison. Mais vraiment, j'ai eu cette sensation de me dire, je me sens hyper bien ici. Et pourtant, je suis dans une grande ville et c'est pas ce que j'ai envie d'expérimenter, mais je me sens chez moi. Et enfin, je retrouve mon costume d'aventurière où je suis là avec mon gros sac à dos et c'est parti, quoi. Et est-ce que t'as pas, enfin je diverge dans la question, est-ce que t'as pas cette sensation de partout au final? Alors, mon costume d'aventurière, j'avoue que celui-là, je l'incarne pleinement quand je suis pas dans mon pays et quand je suis seule. Et quand j'ai un sac à dos sur le dos. Ok. Et là, il y a vraiment quelque chose en moi qui se passe, même, je pense, de chimique et d'hormonal, où je me sens puissante. Ouais, ouais. Ouais, encore plus que dans toute autre situation. Et, enfin, je pose la question parce que moi, ça me parle beaucoup. J'ai l'impression d'être arrivé à la maison. Je le ressens en fait enfin, je dirais quasiment partout. Je pourrais arriver dans n'importe quelle ville et me dire, ah bah ça fait du bien de rentrer, même avec quelque chose qui n'a pas de sens, sachant que je découvre la ville, mais ça fait du bien d'arriver chez soi, quoi. Là, bah, je sais pas, enfin, j'ai deux, trois exemples comme ça. La chambre où j'ai dormi aux Canaries, le premier soir où j'arrive aux Canaries en janvier, euh, où j'étais en mode, ah bah ça fait plaisir d'arriver dans sa chambre. Et tu fais un dézoom sur la situation, tu te dis, mais c'est pas du tout ma chambre, enfin c'est pas du tout. Mais il y a quand même cette sensation de se sentir à la maison. Enfin, je la ressens quand même, cette sensation de vraiment de se sentir reçu par le lieu et enfin, que le lieu enfin, il te protège en fait. Il t'accueille vraiment. Il est là pour toi, quoi. Ouais. Euh, Ok, et ensuite, alors, il se passe quoi en Inde? Et ça, j'en ai jamais eu trop d'anecdotes, enfin, trop d'explications, donc je suis ultra curieux, même en inédit, quoi, de savoir Ok. qu'est-ce qui s'est réellement passé en Alors, je Inde. vais essayer encore une fois de ne pas trop m'étaler. Ouais, de Là, manière ça fait un peu concise. 1h15. Je vais essayer de mettre des mots, enfin, Hmm. de faire des périodes clés ou des trucs un peu symboliques. Parce que, genre, pour faire une intro de ça, c'est que vraiment pour moi, pendant mon expérience, ça a été le plus beau voyage de ma vie, déjà. D'accord. Ça a été l'expérience la plus intense de mon existence. J'avais envie de prendre en photo, mais tu sais, une photo où tu peux avoir l'odeur, le son. Ça s'appelle un souvenir, peut-être. Oui. Et que tu pourrais toucher la personne et elle le reçoit. Parce que je me disais, mais en fait, je ne pourrais jamais, et c'est la chose qui est le plus frustrant, mais que j'ai fait la paix avec ça, exprimer à quel point c'est intense, à quel point, genre, je suis là. En fait, ça a été 3 mois où j'ai pas tant que ça parlé, parce que, bon, je sais pas, oui, je pense être hypersensible, après, j'aime pas trop ces trucs de cases, mais j'étais suractivée tout le temps. Et tout était différent. Tout. Tout, les odeurs, les temples, le sol, les vaches en plein milieu de la ville, les bruits, les, les corbeaux qui te gueulent dessus, les rats qui t'engueulent dans les cuisines, Les quand rats tu qui veux aller t'engueulent. manger, boire une tisane en plein milieu de la nuit, ou l'odeur de l'encens un peu partout, ou même de la bœuf, ou bien même les odeurs nauséabondes. Et j'étais là, mais comment je vais pouvoir transmettre à quel point cette expérience m'imprègne? Genre, je suis pas en Inde, c'est l'Inde qui est en moi. Et ça a été une frustration de comprendre que tu pourrais jamais transmettre ça. À un moment donné, ouais, parce que je me suis dit, tu sais, quand tu rentres d'un voyage, il y a une partie de ton ego, mais même au-delà de l'ego, qui a envie de dire, bah, il s'est passé tout ça, c'était Ouais, ouais. Et t'as envie incroyable. de tout expliquer, Ouais, quoi. j'ai été nourrie d'une expérience tellement spirituelle, folle, machin. Je me dis, bah, je pourrais pas. Et en fait, ça m'appartient. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que ce voyage, je l'avais profondément fait pour moi et que ça ne regardait personne d'autre. Et que ce que j'allais incarner après ce voyage, que ça allait changer des choses ou pas, on s'en fiche. Genre, D'accord. juste, c'est un moment de vie et je vais garder des souvenirs pour moi. Peut-être que des fois, je partagerai des choses à des moments où c'est opportun, mais je vais pas dégueuler mon expérience sur qui que ce soit. Du coup, ce que j'ai essayé d'en faire, c'est une petite BD que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire et qui a fait du bien, enfin qui a fait plaisir à mon entourage.
Et de toute manière, j'y allais aussi pour incarner le yoga. Donc j'ai pas oublié cet objectif de base de, bon, certes, je vais vivre un pays intense, incroyable, qui va me transcender, mais mon objectif principal, c'est de devenir professeur de yoga. Donc mon voyage, grosso modo, donc ça a été un peu moins de 3 mois, ça a été 2 mois et demi, 2 mois et 3 semaines. Premier 10 jours, j'étais à Anjuna, donc c'est à Goa. Goa qui est finalement l'état le plus occidentalisé d'Inde, Ok. où j'ai très rapidement en fait rencontré Porsha et Naren, qui est un couple. Elle est prof de yoga, sa maman elle travaillait dans la politique, donc comme la mienne, son papa était ingénieur comme le mien, et elle a fait des études de droit comme moi. Donc on était des sœurs. Alors, on s'est rencontrés vraiment les sœurs. Et son copain trop sympa aussi. Et en fait, tous les trois, pendant 10 jours, j'ai aussi rencontré Christine, ancienne prostituée, toxico girl, cheveux rouges, qui habitait à Annemasse, qui travaillait en Suisse, 62 ans, avec qui on est devenues super copines et on partait faire du scooter toutes les deux. Ok. Elle me montrait tous les coins C'est marrant incroyables. comment tu retrouves aussi loin plein de similitudes avec ton environnement. Oui. Et j'ai rencontré aussi, et ben voilà, j'ai pu me souvenir de son prénom. Et ben ça me reviendra peut-être plus tard. Bon, une copine italienne avec qui on a grave connecté et on se donnait des séances de Reiki, et elle était en couple depuis 6 ans avec un mec, un Brahma. Donc les Brahmas dans les castes en fait en Inde, qui n'existent plus trop d'ailleurs, mais bref, étaient tout en haut, c'est en fait les prêtres. Ok. Et elle pouvait pas être en couple avec cet homme, il pouvait pas se marier parce que lui il devait se marier avec des personnes spécifiques. Et donc elle me racontait toute cette histoire d'amour très compliquée qui la mettait dans tous ses états. Et donc j'avais ces 4 personnages autour de moi, plus un dernier personnage, italien aussi. C'est un gars que m'ont fait rencontrer Naren et Porsha, qui lui c'était un mec qui était arrivé par la voie terrestre dans les années 68 Tu en m'avais Inde. raconté un peu cette histoire. Et ce mec-là, en fait, 62 ans, il construit ce qu'on appelle des chilo. Donc c'est des pipes en terre cuite où tu peux fumer de la bœuf avec. Et en fait, il est hyper connu en Inde parce que c'est un ancien dealer et c'est un mec qui construit ces trucs-là qui est très beau, très artistique. Ok. Et j'ai rencontré vraiment un mec ultra connu en Inde, très reconnu dans l'état de Goa, etc., qui avait sa maison là-bas. Et donc j'ai passé 10 jours avec tous ces personnages qui ont vraiment Et coloré mon expérience dès le début. je trouve que ce que tu racontes, ça retranscrit beaucoup les rencontres que tu fais dans le voyage. On Ouais. pourrait souvent croire que quand on part seul, on voyage seul, mais c'est tellement pas le cas. Je trouve vraiment le fait que tu dises, bah, j'ai rencontré telle personne qui m'ont fait là, 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 et puis après il y avait ce mec, et puis enfin, ça me renvoie beaucoup aussi à mes expériences de voyage, de dire, je suis toujours parti, enfin, majoritairement, ouais, je suis parti seul. Ouais, enfin, je me demande même si j'ai déjà voyagé accompagné en fait. Euh, mais tu rencontres tellement des gens et tellement rapidement. Donc je trouve qu'on retrouve vraiment ça dans ce que Et tu puis dis. quand t'es seul, en fait, tu te donnes pleinement à l'expérience et à la rencontre. Oui, À 100%. ouais, t'as pas, là j'allais dire parasite, c'est pas le mot pour les amis, Non, mais mais t'as une part qui est avec eux. Là, c'est tout hmm, en toi. bah, ce tout en toi, moi ça me renvoie énormément à je pense vraiment le premier voyage digne de ce nom, entre guillemets, que j'ai fait de moi-même, on va dire au moins. Février 2020, je pars en Italie, donc de Saint-Étienne, là où j'ai Je me grandi, rappelle. en autostop. Euh, et j'ai vraiment ce souvenir de dire, eh ben en fait, c'est parce que j'étais tout seul que j'ai pu dialoguer avec moi. Et je prenais ces exemples, que je prends toujours, à dire, bah en fait, j'étais face à la vue, n'importe quelle vue, c'était en ville ou enfin, en montagne ou face à la mer. Et d'impulsion, tu aurais un peu tendance à être avec ton pote ou ta famille, de dire ah putain, c'est super beau, t'as vu là-bas, il y a un bateau. Et j'avais pas la possibilité de le faire parce que j'étais seul Mm. et j'avais coupé tous mes réseaux sociaux et portables. J'avais mon portable en sécurité dans mon sac, mais il était éteint. Et c'est vraiment les premiers souvenirs de reconnexion dans le dialogue avec moi. Parce que sans tout ça, face à la mer, je pouvais juste me le dire à moi que je la trouvais belle. Mm. Et c'était vraiment un beau souvenir de partager le moment avec toi, quoi. Euh, en, euh, En Inde, tu pars pour le yoga principalement. Moi, j'ai envie de t'entendre sur ça. Et du coup, bah, ça, c'est la deuxième partie Ouais. du voyage. C'est bah, ma formation de yoga. Donc, c'est en fait c'est une formation de 200 heures
qui te permet d'être prof de yoga partout dans le monde. Après, voilà, qu'on s'entende, 200 heures ne te permet pas d'être un professeur qualifié. C'est une pratique moi que j'avais déjà depuis mes 19 ans et qui se continue quotidiennement. C'est plus un passage au final. Ouais. Donc formation qui dure 200 heures, donc je suis dans un lieu à côté de la mer, donc je suis à 50 mètres, donc ça c'est génial parce que entre tous les cours je peux aller me baigner parce qu'il fait genre 40 degrés et en France on appelle ça le hot yoga. Oui, bah le hot yoga en fait c'est juste que vous avez remis les conditions indiennes pour faire du yoga parce qu'en fait quand il fait 40 degrés t'es super souple. Ouais. Tout simplement. Et du coup bah je me suis formée, donc c'était ma journée en fait de yoga, je peux en parler. Vas-y. Genre tu te lèves à 6h et quelques, à 7h t'as une heure de pranayama, donc c'est de la respiration. Je fais des exercices respiratoires. Ensuite de 8h à 9h30 t'as 1h30 de yoga. Donc moi j'ai étudié les 4. C'était une formation très globale en fait où tu fais un peu ce que tu veux. On faisait du hatha, du yin yoga, de l'ashtanga et du vinyasa, qui sont finalement différents rythmes et des fois différentes philosophies et approches du yoga. Ensuite, on mangeait. Et de 10h30 à 11h30, on avait un cours d'anatomie. Et de 11h30 à 13h, on était encore sur le tapis parce qu'on faisait des alignements. Donc on étudiait vraiment des postures dans tous leurs détails. Ensuite, on mangeait à nouveau. Parce qu'on crevait la dalle, parce qu'on était tout le temps stimulés. Ouais, en exercice physique continu aussi. Continu. Et puis après, je crois de 2h30 à 5h, on était tranquille, c'était le moment où on se posait, où on faisait la sieste, où on étudiait, où on mangeait, on allait se baigner. Et de 5h à 6h30, cours de yoga encore, physique sur le tapis. Et de 6h30 à 7h30, c'était méditation. Okay. Et en fait, un jour sur deux, c'était anatomie, un jour sur deux, c'était philosophie ou histoire du yoga. Donc c'était très dense. On avait beaucoup de choses à étudier. On avait un examen à la fin. Et moi, ça a été un mois qui m'a transformée, où je me suis vraiment donnée pleinement à l'expérience, qui m'a permis de me reconnecter vraiment, qui a permis vraiment... Alors voilà, c'est un chemin qui a commencé à ce moment-là, qui est toujours en cours. C'est pas genre la révélation, un mois a suffi. Mais dans cette intensité, j'ai quand même reconnecté corps et esprit, et je me suis totalement reconnectée à mes rêves. Genre ça, c'est vraiment... quelque chose de déterminant à ce moment-là de mon voyage. Où vraiment surtout dans le yin yoga, j'avais comme si j'avais accès à des parties de mon cerveau où j'avais pas eu accès avant. Où je captais des émotions, je pouvais aller les nettoyer. Il y avait beaucoup de choses qui ressortaient comparé à des relations passées ou autres, comparé à des périodes de ma vie que j'avais besoin de nettoyer. Et puis à un moment donné, quand ça a été un peu purifié, ça a été très challengeant. La première semaine, tout est rose, tout est cool, on adore. Deuxième semaine, on est juste courbaturé du matin au soir. Troisième semaine, je fais putain, c'est déjà bientôt fini. Puis la dernière, en fait, tu commences à enseigner. Et ouais, je me suis reconnectée à mes rêves de ouf. Et ça a été magnifique, vraiment magnifique. Et comment est-ce que tu sors de cette expérience-là? Donc vraiment ce mois-là en Inde, parce que tu restes en Inde après. Mais comment ça se passe, la sortie d'un mois aussi intense, avec autant de changements C'est le moment où je me suis dit, maintenant il faut que je processe tout ça. J'avais pas du tout préparé ce que j'allais faire après. Ça se trouve que je prenais un avion, j'entrais en France ou j'allais direct en Australie. Parce que tu avais le but d'aller en Australie ouais, au début. À la base, je me suis dit que j'allais aller vivre 1 an ou 2 en Australie pour travailler et tout ça. Chose que je décale dans un avenir plus lointain. Et du coup, je me suis dit, il faut que je processe. Donc là, je suis partie à Hampi avec Kim, une copine de Londres, 42 ans, trop cool, qui, elle, partait la nuit en plein milieu, soit coucher avec des gars, soit se faire des tatouages n'importe où sur le corps, alors qu'elle était en formation de yoga, bref. Il y a 2-3, ok. Et donc on est parti à Hampi, qui est un lieu magnifique, où il n'y a que des temples partout, et c'est un peu comme la côte de Granit Rose en Bretagne, c'est vraiment du granit rose, qui est magnifique, et en fait il y a une rivière avec des bateaux en osier où tu peux traverser la rivière, et là j'ai été expérimenter ma liberté de voyage, de mouvement, parce que finalement pendant un mois je ne bougeais pas, j'étais dans l'ashram. Oui. Et là, du coup, j'ai commencé à prendre mon scooter et à faire du scooter, et j'en avais jamais fait. Donc ça, j'en avais fait en début de voyage, mais ça, c'est une sensation de fou à découvrir.
et à prendre beaucoup de temps pour moi, à écrire, à pratiquer le yoga, mais toute seule sur mon tapis, à me recentrer, à méditer énormément, à aller prier dans les temples. Donc voilà. Ça a été une période de process, et après ça, j'ai continué le voyage et j'ai fini dans l'Himalaya. Enfin, c'était dingue. J'étais vraiment perchée en haut des montagnes. Il y avait des Je champs revois une photo là, tu vois. de bœufs partout. Je revois une photo que tu m'avais envoyée où tu avais publié avec un chemin et vraiment des montagnes complètement dingues. C'était... Et ouais, qu'est-ce qui a fait au fil de cette, enfin pas dernière, mais deuxième partie du voyage après la formation, que tu as pris la décision de rentrer en France? Qu'est-ce qui a fait? Ouais, Ça a été des problèmes de santé. En fait, je ok. pensais que j'avais de l'endométriose parce que j'avais vraiment très mal. Je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Mais en fait, je me suis dit que j'avais pas assez de sous pour continuer le voyage et que ça allait me stresser. Et du coup, j'ai préféré me dire je rentre, je me fais une sécurité financière. Même, il s'est passé tellement de choses en moi que j'ai envie d'être mon moi frais après l'Inde et de me présenter comme tel à mes parents et à ma femme et à mes amis pour qu'entre guillemets ils suivent mon processus. Ouais. Parce que si je fais un trop gros voyage, j'ai l'impression que j'avais peur qu'ils me reconnaissent pas. Et puis j'avais surtout aussi envie de partager le yoga dans la pratique mais aussi dans l'être. J'avais envie de partager tout ce qui m'avait traversé pendant l'Inde et de retrouver ma famille, ma sécurité, mon confort. Et vraiment, en fait, le cœur était tellement ouvert et je m'étais reconnectée à un amour de tout que j'avais envie d'aimer les gens qui m'avaient toujours aimé, que j'avais toujours aimé. Ouais, enfin, est-ce que ça te fait sens ce que je vais dire? Tu avais besoin d'exister de cette manière-là dans ton environnement natal et auprès de tes proches, de tes amis? Un petit peu, mais pas trop. Comparé à mes autres voyages où là, j'étais vraiment genre, regardez comment j'ai évolué. Là, c'était pas trop ça, c'était vraiment un partage d'amour. Je sais pas, je m'étais remplie de tellement de belles choses que j'avais envie de le donner. Mais j'avais pas forcément envie de... Je savais que j'allais pas pouvoir expliquer ce qui s'était passé en moi. Donc ça, j'avais déjà fait la paix à ce moment-là. Mais c'est peut-être justement, c'était pas le... Enfin, je n'ai pas dit que tu avais besoin de montrer, mais besoin d'exister. Tu vois, j'ai mis le mot exister. Est-ce que ça te parle si on fait la différence entre le besoin de se montrer après le voyage et le besoin d'exister de cette manière-là? Alors peut-être oui. Oui, voilà. Avant, j'avais besoin de me montrer après des voyages comme ça, de montrer mon changement. Parce que c'était de l'ego et que j'étais moins consciente et plus insécure. Là, j'avais hyper confiance en moi, en la vie, en tout ça. Et j'avais besoin, de partager. D'exister, j'arrive pas trop à mettre la phrase, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire aussi. J'espère que tout le monde voit ce qu'on veut dire. Et on a parlé de ce moment du trajet aller. Est-ce qu'on peut parler du moment du trajet retour? De la même manière, enfin, avec le même flou. Je sais pas quand il commence pour toi, je sais pas quand il termine, mais dis-moi. Il commence quand j'ai pris le bus, du coup, à Kassol. C'est une ville dans l'Himalaya où j'ai pris un bus de 12 heures pour aller du coup retourner à New Delhi. Et j'ai fait tout le trajet en fait avec un pote que j'avais rencontré dans une rave party en Himalaya, un Suisse aussi, Ok. hyper sympa, complètement perché. Vraiment un hippie dans tout ce qu'il peut incarner, de comment il danse, de ses cheveux, de comment il s'habille. Et est-ce qu'il fume? Et du coup, on a fait tout le trajet ensemble. Donc, tu vois, j'ai eu un homme à l'aller, un homme au retour. Homme ou femme, on s'en fiche, mais compris soin de moi. Ouais. Et du coup, il y a eu ce bus. Ensuite, on a pris un tuk-tuk ensemble. Et il m'a accompagnée jusqu'au gate. D'accord. Donc, vraiment, j'ai l'impression vraiment qu'on m'a donné la main du début à la fin. Et après, j'ai pris l'avion. Tout s'est bien passé. Le trajet a été super court. En fait, pour aller en Inde, il y a 9 heures. Ça me semble tellement rien. Comparé entre mes deux vies, il y avait 9 heures. Ça me semblait fou de me dire, entre mon moi d'avant, il y a 3 mois, et mon moi qui est transformé, transcendé, spiritualisé, tout ce qu'on veut, il y a 9 heures. 9 heures, c'est une nuit. Oui. J'ai ce même... il y a beaucoup de parallèles entre ton passage en Inde et moi, mon passage en Côte d'Ivoire. Cette même sensation sur le temps que ça m'a pris de rentrer. Enfin, d'un côté, je pourrais raconter tout le trajet. Et je dirais qu'il a commencé le samedi matin quand je suis parti de la maison et qu'il a fini le dimanche soir quand je suis arrivé chez mes parents avec un avion loupé au passage.
enfin 2 heures de taxi dans Abidjan, etc. Donc je pourrais dire qu'il était très long. Et en même temps, je me disais, mais c'est quand même loufoque C'est de fou. pouvoir passer de cette vie-là qui a existé pendant un moment à, enfin là, au retour dans une vie qui m'est plus banale. Et je me disais, mais enfin, c'est vraiment ce truc de l'ordre de je comprends pas. Non. Je comprends pas comment est-ce qu'on peut faire le Et changement aussi vite. Et puis on parle de 2 pays différents, 2 continents différents, mais moi dans ma tête c'est 2 mondes différents, 2 planètes, 2 dimensions. Je me rappelle que quand je suis arrivée à Paris, je suis allée directement chez mon cousin qui m'hébergeait. Et en fait quand je suis rentrée chez lui, j'ai cette image de voir une chemise sur une sorte de bibendum qui gonfle comme ça. Ton cousin? Ouais, non mais pas mon cousin, Ah, mais... non, pas moi. Non, non, le bibendum c'est pas mon ok. cousin. Il a pris un peu de poids, mais... Non, il y a vraiment genre un truc qui gonfle en fait, il y a de l'air, ça fait vous Ouais. et ça gonfle et il met sa chemise dessus et c'est comme ça de vous. Et j'ai explosé de rire et j'ai fait mais c'est quoi ça? Et il m'a dit bah c'est pour comment on dit repasser ma Oui. chemise. Et j'étais là, moi je revenais d'Inde où il y avait des vaches qui me léchaient la main dans des tuk-tuk et des femmes qui me demandaient de l'argent avec des bébés et je mangeais mon dosha comme ça avec les mains pieds nus. Et j'arrive et il y a ça dans un appartement tout clean et j'étais là, mais le changement de dimension Oui. total. J'ai ce même souvenir, là si on parle enfin, de quelque chose de matériel, c'est quand je sors de la gate à Bruxelles, oui c'était Bruxelles, euh, je sors, tu sais, tu prends le chemin, tu sors du couloir et tu arrives dans le hall, et donc moi je suis rentré, c'était fin novembre, 28 novembre, et alors même donc je viens de passer un mois en Côte d'Ivoire avec toute la réalité que j'ai vue là-bas, je rentre dans ce hall et il y avait des sapins de Noël gigantesque. Enfin, gigantesque, normal dans un aéroport, enfin normal dans un lieu public en Europe. Enfin, genre 4 5 sapins à côté avec des immenses cadeaux en guise de boules de Noël, des guirlandes. Et moi, j'arrive dans ce hall avec ma valise à main, là. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Et vraiment, là, enfin, ouais, cette similitude de dire, mais enfin, c'est un peu le. Il fallait que je change ma carte de lecture. C'est-à-dire, ah oui, elle, je l'enlève, c'est la carte qui m'a permis de comprendre la Côte d'Ivoire et je remets ma carte de lecture européenne pour comprendre qu'est-ce que ce sapin fait là dans, dans ce hall d'aéroport, quoi. C'est incroyable. Le cerveau, il est pas prêt, quoi. Enfin, c'est Mhm. vraiment des chocs. Des chocs Oui, culturels, mais au sens choc. C'est ouais, ouais. choquant. Oui, oui, oui. C'est Et l'esprit, il est là, mais... enfin, tellement choquant que tu comprends pas. Ouais. C'est pas intelligible, quoi, je Mm. trouve. Euh, et ensuite, à ton retour, les premiers jours du retour, enfin, première semaine, comme tu veux, c'est quoi la sensation de, tu viens de passer un an, 3 mois en Inde, tu viens de rentrer, tu as vécu plein de choses là-bas. Enfin, c'est quoi les sensations que tu as et comment est-ce que tu commences à percevoir l'impact de ce que tu as vécu sur, pas cette nouvelle Clara, mais cette Clara qui au final a grandi avec Mm. cette expérience-là? C'est... Je suis triste. Ouais, Ok. ouais. Je suis un peu déprimée. Je pensais rentrer pleine de joie et pleine d'amour et en fait, je suis pas apte à donner ça tout de suite. D'accord. Ouais, c'est quelque chose que j'ai réussi à donner quelques semaines après en fait. Ok. Parce que quand je suis arrivée, j'étais là, mais tout est si normal, tout est si propre. L'Inde, c'est un pays super organique où tout est chaos, tout est vivant, tout est mouvement. Et là, c'est un pays où je retrouve des choses que je connais. Donc dans ma tête, c'est des choses qui sont stabilisées. Mes relations, ma famille, ma maison. Enfin... Après, voilà, je passe 2 semaines chez moi. C'est mon anniversaire en plus, je fête mes 26 ans. Et après, je pars directement en Suisse. Donc finalement, j'ai eu 2 semaines pour processer où je me suis laissée en fait traversée par l'incompréhension, la tristesse, la colère. J'ai pas cherché à me dire pourquoi je suis pas bien alors que je Mhm. devrais tout de suite être bien. Je me suis dit non, c'est normal. Je vais me laisser traverser par tout ça. Et est-ce que tu as la sensation donc d'avoir été traversé par tout ça au fil du temps, au fil des mois, Quand bah depuis quoi. Euh, Ouais, en fait, je me sentais arrivée avec un sac de souvenirs et de mémoires immenses et je me suis dit, je vais jamais me déconnecter de ces souvenirs et de cette expérience. Et en fait, petit à petit, cette expérience s'est apaisée, a pris forme dans mon corps, fait partie de moi. Et quand dans des espaces comme celui que tu m'offres là, bah, je peux les partager, bah, ça revient et je revis toutes ces sensations. Mais finalement,
ça me ramène aussi à cette philosophie de la vie que les voyages sont faits pour rester mémoire et rester cellule et rester vibration, mais que la vie continue et que les expériences, il va y en avoir encore plein. Donc en fait, le but du yoga, c'est le détachement. Donc le fait de ne pas s'approprier, de ne pas tenir aux choses et finalement de se rendre malheureux et d'être dans la souffrance, que ce soit d'un point de vue matériel, amoureux, amical, égo je sais pas, d'un métier ou même de son corps, si un jour on devient handicapé, enfin bref. Et donc là finalement j'ai vraiment expérimenté le détachement même de cette expérience qui pour moi était la plus belle chose au monde. Et ben maintenant je vais continuer, je vais aller vers d'autres expériences tout aussi merveilleuses. D'accord. Du coup, mais voilà, je suis rentrée directement dans le mouvement, je suis allée en Suisse bosser et la vie a fait que... Donc on va faire une ellipse ou avancer rapidement sur ces mois-là pour arriver à maintenant. Aujourd'hui, toi, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux faire? Et j'aurais envie de poser cette question qui est très spéciale mais qui a tout son sens, je trouve. C'est comment est-ce que tu veux occuper ta place? Comment est-ce que tu veux occuper ton existence? Oui, il y avait une phrase travail que je t'avais dit cet été. Je t'avais dit, j'étais dans une période de réflexion et de challenge émotionnel. Et je t'avais dit, c'est dur d'occuper sa place dans un monde où pas beaucoup de gens occupent la leur. Je me rappelle, on avait beaucoup d'échanges, de réflexions justement sur ça. J'étais perturbée par ça parce que je me disais, j'ai pas envie d'être quelqu'un qui prenne trop de place ou qui dégueule sa joie de vivre et tous les enseignements qui m'ont traversé, qui m'ont apporté en mode c'est les enseignements que tout le monde doit écouter. Et en fait, j'ai tout le temps envie de partager plein de choses qui me traversent. Je pense même des belles choses. Mais toujours cette peur de prendre trop de place et d'être envahissante là où plein de gens se contentent de peu, sont peut-être plus éteints que s'ils étaient davantage dans leur lumière. Et ça me frustrait parce que j'étais à quel point je peux moi rayonner, mais sans ego, tu vois, genre juste être dans ma lumière, sans que ce soit vu comme quelque chose de challengeant qui mette de l'ombre. Beaucoup d'interrogations. Ouais. Et puis j'adore cette image, tu sais, de la femme soleil qui rayonne et qui met de la lumière sur les autres et pas qui fait de l'ombre. Mais j'étais challengée en mode comment je fais pour le faire de façon pure et authentique et gentille et douce et agréable pour tout le monde, pas que pour moi. Enfin, l'idée c'est pas juste que je rayonne et que moi je sois la plus heureuse du monde, mais qu'en fait tout le monde fasse merde. Et alors Et alors aujourd'hui du coup comment est-ce que j'ai pris place? Et ben je me suis stabilisée, donc on est aujourd'hui dans ma stabilité à la Vallon-Beldonne avec un lit, dans une maison qui me couvre, qui me protège, avec une coloc qui me donne plein d'amour et de douceur au quotidien et ces 3 chattes trop mignonnes et toute la nature alentour et les 3 massifs. Donc là il y a ma stabilité, c'est mon roc. Ouais, c'est ancré quoi. On voit les montagnes, c'est une présence super plaisante je trouve. Ça c'est merci la vie quoi, vraiment merci. Puis merci moi d'avoir réussi à m'octroyer ce lieu. Faut se le dire. Et du coup, je prends ma place en nourrissant des projets personnels et en travaillant en Suisse à 50%. Donc financièrement, je m'assume. Plus j'arrive à mettre un peu tout de côté. Donc il y a aussi cet apaisement financier que j'avais pas jusque-là parce que j'avais pas le temps de travailler. Parce que je voyageais trop. C'est-à-dire j'étudiais. Donc là, je suis fière de moi de réussir à me dire je bosse. C'est un travail pas facile, c'est du porte-à-porte pour des associations. C'est aussi un travail qui n'est pas dans la lignée de mes études, donc ça m'a challengée, comme je t'expliquais hier, au niveau de ma place. Je fais un métier où je me sens pas, quand je me présente comme faisant du porte-à-porte, je me sens pas valorisée. Et pourtant, je sais toute la difficulté et la beauté de ce travail. Ouais, et tout ce que ça t'apporte aussi, comme on a pu en discuter. Ouais. Et à côté de ça, du coup, j'ai 2 projets que je suis en train de nourrir en ce moment. Donc le premier... c'est monter une association de yoga social. Alors l'expression yoga social ne me plaît pas vraiment, mais au moins ça parle à tout le monde. C'est-à-dire que je suis en train de créer cette association qui s'appelle Yoga du Cœur, qui a vocation à permettre à des professeurs de yoga d'enseigner à raison de on va dire entre une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Donc il ne faut vraiment pas que ce soit un investissement de temps énorme. Mais du coup, offrir leur pratique, vraiment au sens offrir, parce qu'il n'y a pas de rémunération,
à des personnes dites vulnérables. Donc juridiquement, une personne vulnérable, c'est quelqu'un qui est soit en situation d'isolement, qui a vécu des violences psychologiques ou physiques, ou quelqu'un en situation de précarité. Et j'ai ouvert aussi à offrir ces cours-là à des bénévoles de n'importe quelle association, parce que c'est des gens qui offrent de leur temps et de leur énergie aussi à leur échelle. Donc on veut leur donner aussi en échange. Et aux militants, qui eux œuvrent pour nos droits sociaux, nos droits, les droits féministes, pour les droits de la nature, etc. etc. Donc toutes ces personnes-là vont recevoir de professeurs de yoga des cours dans des lieux, tiers-lieux, avec un système de troc. Donc voilà, pour l'instant on est déjà 20 professeurs engagés et motivés. On n'a pas encore donné les premiers cours, ça devrait avoir lieu en avril. Donc on est vraiment bientôt, aux prémices du projet, mais en même temps j'ai commencé à le mettre en place il y a un mois. Oui, donc ça va quand même ça va très vite, je trouve. C'est super stimulant. Donc ça c'est le premier projet, et parce que j'avais vraiment envie de justement partager cette pratique de yoga et pas en faire quelque chose de capitaliste, de réserver à une population. En fait j'ai envie de rendre accessible. Rendre le bien-être et le yoga comme un droit commun à tous, que tout le monde puisse avoir accès à ça, parce que ça fait partie intégrante de la conscience collective à développer, qui aura un impact plus politique, on va dire, derrière, en mode si tout le monde réussit à mettre un peu plus de conscience en lui-même de qui je suis, comment je prends soin de moi et comment est-ce que je prends soin de mon environnement, finalement ça peut avoir un impact sociétal énorme. Oui, donc sûr. C'est un engagement politique indirectement. Mais là je pourrais en faire un podcast entier. Donc je m'arrête. Donc ce projet-là, yoga, et l'autre projet. Et l'autre projet qui est encore plus à ses prémices, là on est vraiment sur quelque chose qui est que dans ma tête, et ça tu peux que me comprendre. Oui, je comprends bien. En espérant qu'un jour il voit le jour, mais ça on ne sait pas. C'est l'idée de faire bande dessinée, roman graphique, je ne sais pas quelle forme ça prendra, sur l'alimentation durable et l'alimentation consciente. Donc c'est l'idée de réussir à partager ma passion de l'alimentation sous forme écrite et dessinée au travers d'un couple qu'on va suivre pendant plusieurs épisodes, plusieurs chapitres, et qui va évoluer dans son rapport à l'alimentation. Aujourd'hui, je fais mes courses à Lidl, j'achète des plats préparés, on prend l'extrême, et je mange au McDo le week-end. Et du coup, je me sens pas bien dans ma tête, pas bien dans mon corps, pas en accord avec la nature autour de moi parce que je la respecte indirectement pas du tout, à finir avec des personnes plus vertueuses qui se sentent bien avec elles-mêmes et qui mangent avec beaucoup plus de conscience, qui font leurs courses en conscience. Donc l'idée de raconter une histoire, un couple qu'on suit au fil du temps, duquel pour le couple, on peut s'inspirer sur la question de l'alimentation. Voilà. Et peut-être que je grossis ton projet comme ça là, mais certainement qu'à travers la question de l'alimentation, en suivant le couple, il va y avoir tellement d'intrants sur d'autres thématiques, parce que le changement sur l'alimentation va impliquer d'autres changements dans la vie du couple. C'est un projet énorme parce que ça me demande d'interroger bien. tellement de choses, et donc je sais pas par quel bout le prendre, mais j'ai déjà toutes les idées, mais voilà, je pense que c'est un projet qui verra le jour dans quelques années, quoi. Ouais, mais je suis persuadé qu'il verra le jour. Merci. J'ai besoin de l'entendre. Je pense qu'il verra le jour. Enfin, c'est un beau projet avec beaucoup d'implications, certes, donc c'est un projet compliqué, mais qui a du sens et qui, derrière, a de l'impact aussi. Enfin, comme pour Yoga du Corps, l'association de yoga social, c'est un projet qui a du sens, qui peut avoir de l'impact, donc je trouve ça super cool, quoi. Au début, je t'ai offert la possibilité de dialoguer avec Clara qui a 18 ans. Là, j'ai envie de t'offrir la possibilité de dialoguer, de dire quelques mots à Clara dans 10 ans, quand tu vas avoir 35 ou dans 15 ans, 40 ans, enfin, cet âge-là. Qu'est-ce que tu as envie de dire à la femme que tu seras plus tard ? J'ai envie de lui dire que je vais continuer de lui construire... je sais pas comment dire. Attends, c'est compliqué de se parler à son soi du futur. Je lui souhaite d'avoir continué de s'épanouir dans tous ses projets, de croire en elle, d'avoir cru en elle jusque-là. Je me vois... je me vois vraiment dans une maison en bois. C'est un truc que j'ai envie de dire. J'espère que je serai
dans ce petit cocon d'amour avec un homme que j'aime énormément et peut-être celui d'aujourd'hui. Peut-être. Enfin, je me le souhaite. Ouais. Et d'avoir continué d'être en accord avec mes valeurs profondes. Ok. Donc respect de la nature, respect du corps, respect des autres et amour surtout. Genre vraiment, je souhaite à cette femme de ne pas avoir perdu sa confiance en la vie. Ok. Et d'avoir continué de nourrir ses projets juste avec le cœur. Le cœur et la tête, mais le cœur avant tout. De vraiment pas se laisser tomber dans le mental et de réussir à continuer d'œuvrer vraiment avec... pas de la naïveté ni d'être candide, mais cette énergie qui vient de là et qui crée les plus belles choses sur Terre, quoi. Bah écoute, on se met un rappel dans un agenda pour dans 15 ans, et puis on verra ce qu'on en a fait, enfin ce que tu en as fait, et comment est-ce que ça dialogue avec la réalité telle qu'elle sera à ce moment-là. Ok, on a dit beaucoup de choses, hein. On, on va s'arrêter là. C'est un peu frustrant, et en même temps, enfin, ça suit une toute logique. On va pas parler euh, de manière continue pendant des heures et des heures, mais je sais pas comment tu le vis toi. Moi, j'ai vraiment la sensation que on aurait pu détailler chaque point Ouais. 10 fois plus, et qu'entre chaque point, on n'en a pas abordé 6 à chaque fois, quoi. Je sais pas comment toi tu... Je me suis fait cette réflexion dès le début de l'enregistrement. Et du coup, je pense que tu vois, genre autant, genre, il y a les mots, mais je pense que dans chaque mot, il y a une intention. Il y a la Et portée. que ça vibre quelque chose. Et du coup, j'ai accepté que je ne poserais pas tous les mots. Mais par contre, je pense que les gens ont reçu beaucoup plus d'infos que ce qui a été dit. J'imagine, et je pense que c'est ce que je souhaite faire avec ce podcast. Enfin, je le dis souvent, donner de la parole à impact. Donc ça résonne beaucoup en moi, cette idée de... Enfin, tu poses ça, tu poses un, mais au final, il y a 5 qui se dispersent, et dans les 5, il y a 5 à chaque fois. J'ai pas assez de connaissances en mathématiques pour dire ce que c'est, des puissances. Mais vraiment, ce truc de... Et puis enfin, ça peut se répandre, donc c'était vraiment l'intention. Et puis en plus, il y a une sorte de magie, je trouve, là-dedans, parce que c'est des personnes que je ne connais pas, que tu ne connais pas, qui vont nous écouter. Oui, Et du coup, ben, sur notre expérience de vie, ils vont enfin, tu vois, c'est dans le yoga, tu dis passer de l'extension physique à l'expansion, donc c'est le fait de mettre de l'espace. Donc finalement, ils vont pouvoir, dans ces espaces-là où on n'a pas posé de vérité, y mettre ce qu'ils veulent eux, et oui. mettre peut-être leurs propres expériences. Bah, Et ce qui est mettre et aussi le prendre. but. Le but, c'est pas de les blinder de nos expériences pour qu'eux, ils aient plus de place pour exister là-dedans. Ouais, c'est d'inspirer. Et pouvoir s'incarner aussi. Moi, comme je dis souvent, enfin, je considère qu'on s'inspire, enfin qu'on se construit par l'inspiration. C'est ça la phrase que je dis souvent, c'est on se construit par l'inspiration et à travers l'autre. C'est dans le récit de l'autre, c'est dans comment on l'observe, dans comment on le voit, dans comment ça nous a été relaté que telle personne ou je sais pas, que telle structure, telle organisation a pu vivre, qu'on s'inspire et qu'on se construit derrière. Et c'est tout le sens de ce podcast aussi, de faire parler la vie pour comprendre ce qu'elle peut être quelque part. J'ai une toute dernière question, et c'est la dernière, et je le promets. J'ai envie de te demander qu'est-ce que tu retiens de positif de ce moment, justement? Et ben, ça a été hyper hypnotique, en fait. Ce que je retiens de cette expérience, c'est que déjà depuis tout à l'heure, je me sens comme dans une bulle. Genre, il n'y a plus que nous deux. Je le sens énormément aussi. C'est ouf, hein. C'est physique, quoi. Ouais. Et du coup, tu as réussi à créer ce truc ultra hypnotique dans le sens où on est ensemble, genre on a fait fusion et on est ensemble allé dans des parties de ma vie, du passé, du futur, dans plein d'émotions. Et du coup, ça a été quelque chose de très physiquement impliquant, je sais pas comment le dire. Genre, c'est une expérience en fait. C'est vraiment une. C'est comme si on était allé dans une navette spatiale et qu'on avait physiquement été dans des espaces-temps ensemble. Ouais. Du coup, c'est très immersif. Voilà, c'est ça le mot. Moi, il y a eu des moments où dans cette bulle, j'ai vu l'extérieur, disons. Il y a eu 2-3 moments là pendant pratiquement 2 heures qu'on vient de passer, où j'ai vu la situation de l'extérieur. Et je fais, mais c'est dingue ce qui est en train de se passer. Enfin, on sait comment on discute en général. Enfin, aujourd'hui, on le fait avec un micro, une caméra, enfin des micros, une caméra, pour pouvoir le transmettre, mais c'est notre quotidien
quand on est ensemble, ça se fait naturellement, quoi. Et pour autant, je me dis, ouais, j'ai eu l'opportunité de sortir de la bulle et de me dire, le moment est vraiment dingue, quoi. Et oublié que, si j'ai des montagnes en vue dans la fenêtre, là, mais j'ai oublié que le reste du monde existait. Donc vraiment, une création d'un, comme tu as dit, espace-temps très, très spécial, quoi. À bientôt. J'ai envie de te faire un câlin. Bon, je vais te faire un câlin. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, c'est terminé pour notre échange avec Clara. Moi, ce que j'ai adoré dans l'enregistrement, c'est la posture que Clara, elle prend dans la vie, elle a choisi dans la vie. À quel point elle est positive, à quel point elle est optimiste, à quel point elle vit avec réjouissance. Et je crois que si elle vit avec tout ça, c'est aussi parce qu'elle vit avec conscience. Elle vit avec une certaine connaissance d'elle-même, une certaine maturité. Et ça, je trouve que c'est le truc qui est super inspirant pour moi dans l'enregistrement, mais d'une manière générale dans mon amitié avec Lara au fil des années. Ce que je te propose de faire, comme je le disais en introduction, c'est de venir en commentaire, que ce soit sur les plateformes de diffusion ou sur les réseaux sociaux, pour dire toi la chose, les deux choses, les trois choses qui t'ont le plus inspiré, ce qui fait sens dans notre discussion et qui te permet de réfléchir à un point sur ta vie. Comme je le disais, avec Itinéraire, je veux donner du propos avec du sens, du propos avec de l'inspiration, de la réflexion, et je veux créer de la discussion, de l'échange sur ce propos-là. Donc ça se passe en commentaire, et aussi comme je le disais, je t'invite, et même je te mets au défi, de partager l'épisode à 5 personnes qui ne connaissent pas encore Itinéraire si l'épisode t'a plu, si tu as trouvé un sens, dans le sens où, si toi tu as trouvé un sens, d'autres personnes peuvent aussi y trouver une utilité, et ces personnes-là, elles méritent de connaître l'épisode. Et en plus, ça diffuse le podcast, et pour ça, je te remercie. On se retrouve mardi prochain pour le 2e épisode du format Discuss IT. Pour mardi prochain, on a discuté avec Nina Potier, qui est avocate. On est revenu sur son parcours de vie, en reprenant depuis ses études dans le milieu du droit, puis de sa profession d'avocat, aussi de son statut d'indépendant, puisqu'elle officie maintenant dans son propre cabinet. On a discuté de retraite spirituelle, de voyage initiatique, bref, de plein de choses. Et je te donne rendez-vous vendredi prochain pour le 2e épisode du format Discuss Ami. Si Clara aujourd'hui était ma sœur dans l'amitié, vendredi prochain, on se retrouve avec Charles, qui est en parallèle mon frère dans l'amitié, c'est comme ça que je l'appelle. Avec Charles, on a vécu 1 an ensemble en Suède, quand on habitait en Suède. Charles est rentré de Suède en vélo. C'était un voyage de 32 jours, de 2600 km. Donc on parle de tout ça, de notre périple de vie, de son périple en vélo, bref, de plein de choses. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et puis une bonne écoute pour le prochain épisode.